Aujourd'hui, et pour notre premier épisode de podcast sur le cinéma, nous allons aborder notre cinéphilie avec 3 films qui nous ont marqués dans notre vie de spectateur. Alexandre va nous parler de la saga des Seigneurs des Anneaux de Peter Jackson, sortie entre 2001 et 2003. Mad Max Fury Road de George Miller, sorti en 2015. Memories of Murder de Bong Joon-ho, sorti en 2003. D2G a choisi du coup le retour d'Andrei, pardonnez la prononciation, Zweiginstev, sorti en 2003. L'importance est d'aimer d'Andrei Zulawski, sorti en 1975. There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, sorti en 2007. Et moi, Léandre, je me suis orientée vers Mr. Nobody de Jaco von der Mael, qui est sorti en 2009. M. le Maudit de Fritz Lang, sorti en 1931. Et After Sun de Charlotte Wells, qui est sorti en 2022. Nous allons commencer par la saga la plus connue des 20 dernières années, avec 2 autres. Est-ce que, Alexandre, tu peux nous parler de pourquoi tu as choisi Le Seigneur des Anneaux ? La question c'était les films qui ont compté dans votre cinéphilie, et c'était la réponse la plus évidente pour moi parce que c'est les films que j'ai le plus vus dans ma vie, de loin, je pense. Au moment où c'est sorti, j'étais pas tout à fait, c'était pas forcément tout à fait mon âge précisément, parce que moi je suis né en 94, donc en 2001, quand ça commence à sortir, j'ai 7 ans. Donc je suis peut-être encore un tout petit peu jeune pour ça, donc je suis pas tout à fait sûr de les avoir expérimentés au moment où c'est sorti, en vrai. Donc moi je prends plus connaissance de ça dans les années fin des années 2000, en fait. Et puis ça devient effectivement un espèce de monument de ma construction, de ma culture populaire à moi. Voilà, c'est un peu l'équipe que j'ai choisie entre Star Wars, Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux, quoi. Et puis j'ai trouvé, avec le temps, avec les visionnages successifs, j'ai trouvé que le travail d'adaptation était quand même assez exemplaire. Voilà, c'est pas facile d'adapter des gros livres comme cela, et puis le thème abordé, le fait que Tolkien soit effectivement un vétéran de la bataille de la Somme, etc., etc. Je trouve que c'est des choses qu'on perçoit. Des choses avec lesquelles je suis moins d'accord aussi, hein, le religieux, l'aristocratie, le rapport à l'aristocratie, etc. Et puis l'écologie, pour le coup. Et là, à ce moment-là, Tolkien, quand il écrit la fibre écologiste dans son œuvre, c'est quand même un peu novateur au moment où il écrit. Donc ça, j'avoue que je suis sensible à ça aussi. Puis il y a un humanisme général dans l'œuvre qui me touche beaucoup. Je m'arrête là. T'as des personnages préférés, des séquences qui t'ont marqué plus que d'autres Ça c'est quelque chose que je pourrais répéter d'ailleurs éventuellement plusieurs fois. Moi je suis quelqu'un de particulièrement sensible à la bande originale. Voilà, la musique c'est quelque chose qui compte beaucoup dans mon appréciation des films. Et je vais avoir tendance à considérer que la bande originale qu'Howard Shore a composée pour Le Seigneur des Anneaux, pour moi personnellement, c'est la meilleure bande originale de film qui a jamais été composée. Il y a 9 heures de morceaux. Ça a été conçu comme un opéra dès le début. Et ils sont même pas tous utilisés dans les films d'ailleurs. Je trouve que cette bande originale, je réponds à ta question en fait, hein, parce que les passages que j'ai préférés sont les passages où la bande originale m'a littéralement emporté. Donc la scène finale du premier film, on va dire qu'on parle du premier film éventuellement pour réduire le spectre. Une des dernières films du premier film, quand Sam manque de se noyer en essayant de suivre Frodon, là on a une envolée lyrique, musicale, avec les 2 mains qui viennent se rejoindre dans l'eau. C'est super joli, voilà, c'est super beau. On est sur... et ça, on aura aussi l'occasion d'en reparler d'ailleurs, parce qu'on est sur quelque chose de très romanesque. Et finalement, on a beaucoup de films romanesques, je trouve, dans nos listes. Puisque on a là la vision de l'amitié que Tolkien a, mais une amitié de gens qui ont fait le front ensemble, quoi. Une amitié de soldats qui ont vécu l'horreur des tranchées ensemble. Donc une amitié vraiment extrêmement forte, fantasmée presque. Là je trouve que c'est très beau. La fusion pour la survie et un but unique. Ouais.
Niquer Ouais. le fascisme, quoi. C'est ça, hein, c'est ça. Hein. Il y a un peu de ça quand même. C'est dommage qu'il y ait besoin d'en faire une deuxième derrière pour y arriver, mais y arriver temporairement. Temporairement. Bref, Si. ce podcast est de gauche. Donc, mais effectivement, bon, voilà, je voudrais pas, parce qu'on n'a pas trop de temps sur chaque film, et je pense que c'est pas vraiment utile de faire trop longtemps sur Le Seigneur des Anneaux. Et toi, Denis Gabriel? Moi, c'est un film qui m'a vraiment retourné. On n'a pas le même âge. Hein. Moi, j'avais 32 ans quand il est sorti, donc voilà. Tu l'as vu au Cinoche? Ouais, je l'ai vu au Cinoche. J'ai vu les 3 au Cinoche. Ça a été vraiment la première bataille du 1. Ma mâchoire s'est décrochée parce qu'on n'avait jamais vu ça. Et aussi bien, moi, tout ce qui était les films où il y avait beaucoup d'effets spéciaux, les Star Wars, j'accrochais pas du tout. Enfin voilà. Donc là, c'était vraiment trop fort. Et puis Peter Jackson. Donc, Peter Jackson, c'était un gars qui a bercé mon adolescence quand il faisait les films avec les Feebles, Branded, des trucs comme ça. Il avait fait Even Creature quelques années avant, qui était absolument génial. Et voilà, donc on attendait beaucoup et il nous a pas déçus. Ça, c'est clair qu'il nous a pas déçus. Donc pour moi, ouais, c'est quelque chose. Et religieusement, c'est une saga que je regardais les 3 épisodes à chaque Noël. Et voilà. Et voilà, c'était vraiment un truc, mais vraiment, voilà. Et j'ai essayé de convertir mes gamins et ça n'a pas marché. Bref, ça c'est un autre problème. Mais voilà. plus tard. Mais ouais. Donc non, moi c'est vraiment une saga que j'ai adorée et je me rappelle quand le premier est sorti et en même temps il y avait Lucas qui refaisait les Star Wars enfin, voilà. Et il y a une pétition qui était sortie et qui demandait à Lucas de laisser la réalisation de Star Wars à Peter Jackson parce que lui, il savait mettre un peu. Ah ouais, c'est assez hallucinant quoi. C'est-à-dire les fans de Star Wars qui disaient bon, on aime bien l'univers, mais là les films c'est vraiment pas bon quoi. Et il manquait le souffle épique, il y avait rien quoi. Et puis donc les fondus enchaînés, voilà. ça va 2 minutes, quoi. Ça tournait pas. Donc voilà. Donc ouais, c'était vraiment un truc qui m'a profondément marqué. Ok. Moi, je dois bien avouer que je dois vous faire une confession, c'est que j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux hyper tard dans ma cinématographie personnelle, non, ça marche pas, dans ma cinéphilie. Je les ai même pas rencontrés enfants, même pas une bribe de quelconque saga que mes parents m'ont proposé, à part la saga Barbie, mais ça ne compte pas. mais C'était pas ouais. Peter Jackson, ça. C'était pas Peter Jackson. Et non. non, il n'y était pas. Moi, j'ai découvert du coup Le Seigneur des Anneaux à la Altony Garnier en 2018, quelque chose comme ça. Et du coup, on est très mal assis, mais il y a du beau monde. C'est vrai. C'était assez incroyable, en vrai. Moi, j'y suis allée par curiosité parce que j'étais là, mais... Enfin, surtout mes potes du service civique qui étaient en mode, mais tu connais pas Le Seigneur des Anneaux? De quelle planète viens-tu, mon petit? Et donc, je me suis mis un petit coup de pied au cul et je me suis dit, tiens, passons 9 heures dans une salle où on sera potentiellement assis sur des chaises de merde. Tiens, c'est ce qui s'est passé, mais j'en garde un souvenir immémorable à bien des égards, ne serait-ce que quand notre cher Gandalf est sur le pont de Khazad-dûm, et prononce le fameux vous ne passerez pas. Et tout le monde le gueule en même temps, et tout le monde applaudit, et tout le monde rigole, et tu fais partie d'un truc où toi t'es un peu l'étranger, un peu l'alien, et t'es un peu mode... C'est stylé, mais je ne comprends pas l'engouement, parce que je ne connais pas ce film, putain. Mais c'était vraiment trop cool. Et donc, une excellente expérience, quoi. Clairement. Et du coup, pour équilibrer la balance cinématographique, je dirais, que je ne connaissais pas également, est-ce qu'on peut parler du retour des 2G? Est-ce que tu peux nous le présenter? Oui. Alors par contre, moi aussi, je sais pas prononcer le nom du réal. Andrei Zvyachev. On essaye de prendre un accent. Je Voilà, propose on va voir ce que qu'on- ça donne. Belle On tentative. demande à Google de le faire. Ouais, pour nous. je suis de Saint-Chameur et je suis moyen au niveau des accents russes. Hein. Donc c'est son premier film sorti en 2003. Il faut savoir qu'il a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Donc c'est important. Et en effet, sur la thématique que tu as proposée, Léandre, c'était de réfléchir, bon, mais quel film m'a marqué? Au bout d'un moment, je bloquais, vu que quelqu'un avait déjà pris M le maudit. Voilà. Et
je me suis rappelé, enfin je me suis dit, bon, bah, quels sont les films que j'ai été voir 2 fois au cinéma? Et voilà, et ce film en fait partie. Il y en a peu, et celui-là en fait partie. Et donc c'est pour ça que je l'ai choisi, et c'est intéressant parce qu'on en reparlera après de la valeur du film, et maintenant quand on le revoit c'est un peu différent, mais qu'est-ce qui se passait à l'époque? Donc ce film est pas très connu, on suit l'histoire de deux gamins, Iva et Andrei, qui retrouvent leur père après 12 ans d'absence. Les gamins vivent avec leur mère, avec leur grand-mère, ils n'ont aucun souvenir de leur père. La scène est assez chouette, hein, quand ils vont chercher dans le grenier la photo, c'est lui, c'est pas lui, parce qu'ils l'ont vu dormir, c'est chouette. Bon. Et le père décide d'amener les gamins camper et pêcher pendant quelques jours. Et là, on va dire pudiquement que le père ne connaît pas les principes éducatifs de base. Voilà, donc on est obligé de reprendre un peu les choses. Voilà, et il y a une atmosphère un peu particulière qui parfois peut tourner un peu au fantastique, sans que ça soit fantastique, et pourtant on est dans une espèce, c'est un film tout en nuances. Donc, et je vous dis pourquoi j'ai choisi ce film, c'est vrai qu'en le revoyant, c'est pas un film fondamental dans ma filmo, ça c'est clair, et on parlera de comment on l'a percuté. Après, moi c'est clair que c'était un film que j'ai vu, donc sorti en 2003, et c'est un film sur la paternité, et en 2003, moi j'avais un enfant et j'étais en train de me séparer de sa maman, et donc c'est un peu le rôle du père qui a été absent, qui revient, enfin voilà, donc je pense que ça a provoqué beaucoup de choses en moi, et c'est pour ça que j'en avais un souvenir ému, et tout. J'avais jamais revu, à part ces deux, enfin je l'avais vu 2 fois au cinéma, et puis j'avais jamais revu. Bon, visuellement c'est très bien fait, les gamins jouent super bien, il y a ce mystère qui plane et tout, mais c'est pas un film fondamental. Bon, après, c'est un bon film, il n'y a rien à dire là-dessus. Et voilà, donc finalement, j'avais un souvenir où il y avait beaucoup plus de profondeur dans le film qu'en le revoyant. Mais c'était pas désagréable pour autant, donc j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que tu prendrais la suite? Ah bah je veux bien prendre la suite, oui. Bah alors moi j'ai un film que j'ai bien aimé, vraiment pour le coup, parce que c'est un film qui m'a eu. C'est un film où je me suis fait avoir, en fait, parce que je trouve effectivement que tout ça est un petit peu réalisé avec une forme de tension pour te faire croire qu'à tout moment, justement, le père peut craquer, qu'à tout moment il va se passer quelque chose de grave, qu'il est sur le point de faire quelque chose de terrible, en fait. Et il est vraiment filmé comme une menace, ce monsieur. Et en tant que spectateur, tu te fais avoir, quoi. T'es là, t'attends le moment où le gars, il va faire une énorme bêtise, enfin, il va faire quelque chose de vraiment moralement répréhensible. Et puis ça vient pas, quoi. Ça vient pas. Alors oui, il est un peu brusque. Oui, c'est pas trop comment s'y prendre. Mais en fait, quand tu prends un peu de recul sur l'ambiance du film et que tu regardes les actes purement objectivement du monsieur, il y a pas tellement de raison de s'attendre à ce qu'il soit... Enfin, il fait rien de bien... Voilà. Il est même plutôt mesuré, en fait, hein, puisque, il y a un des deux gamins qui a quand même bien le cherché à justement à le forcer. Hein. Il y a un des gamins qui veut le forcer à craquer, à atteindre sa limite. Et il va pas y arriver, quoi. Il va pas y arriver parce qu'en fait, il est beaucoup plus patient qu'il en a l'air. Donc, j'avais trouvé ça super intéressant, justement, parce que j'ai apprécié me faire avoir par le film. J'attendais le moment où le père allait faire, merci, où le père allait faire quelque chose de terrible, et ça n'est pas arrivé. Et du coup, ça, je trouve que c'est vraiment, pour finir, c'est vraiment un cas d'école de la façon dont la réalisation t'oblige à prendre un point de vue sur les choses, alors qu'à l'image, il se passe rien. En fait. La réal et le scénar. À un moment, il va chercher un truc là sur un vieux porc qui est Ouais. complètement emballé, on sait pas ce que c'est et tout. Moi j'ai cru que c'était un corps. Ouais. J'étais tellement matrixé par le Ouais. film que je me suis dit en fait il est en train de ramener un corps. Non Ouais. non c'est le moteur. Moi on du- en dit, Voilà. meilleur c'est. Moi, on en dit. Voilà. Mais effectivement c'était très très surprenant et puis voilà c'est super intéressant. Oui père c'est pas facile. Ça je pense que c'est c'est clair trop et, dur. et il était au moins autant aussi paumé que ces deux garçons Mm. en fait dans cette histoire. Et pour la petite histoire, celui qui fait le gamin le plus grand est décédé juste avant la sortie du film, il s'est noyé. Il était sur une barque et tout, à un moment il a plongé dans la flotte qui était gelée et arrêt cardiaque, il s'est noyé. Ah. Ouais, c'est vraiment le truc particulier quoi. Coupure pub. Là t'envoies la pub Léandre. Et toi Léandre alors, t'en as pensé quoi?
Moi, je vais rebondir sur l'aspect ambigu, hyper chelou, hyper intimidant du daron. Hein, clairement, comme toi, Alexandre, j'étais. Enfin, je sais pas, il est juste intimidant, il parle pas beaucoup, il est rigoureux, il a une sorte de froideur vénère, il boit beaucoup. Enfin, c'est. Et ouais, il se sent pas à sa place et personne lui en donne une. Et il y a un truc hyper cringeos à suivre ces deux gamins qui essayent de comprendre qui est leur père et qui sont hyper intrigués à leur façon, chacun de leur côté. Il y en a un qui est hyper lèche-cul, l'autre qui est dans la démonstration folle d'insolence pour avoir son amour ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il est chiant ce gamin, putain. Et cette scène du sac, bordel, enfin on sait pas ce qu'il y a dedans jusqu'à la fin du film, et je ne le dirai pas, mais c'est vraiment... bah, tu te fais avoir, mais c'est super intéressant. Un drame profond, je pense, en vrai, l'histoire de retrouver sa famille après avoir vécu un drame, puisqu'on sait même pas ce qui lui est arrivé, mais On on sait pas sent pourquoi il est que parti. franchement le gars, Ah, il a pas fait l'armée? J'ai cru que c'était l'armée. On sait pas. Ah, j'ai cru qu'il était à l'armée, moi. En tout cas, Pardon. On a des doutes. Il était, quand il était pas là, il était à l'armée, mais c'est pas ça qui l'a fait partir. Ah, Il a disparu. alors en il y a tout une cas, nuance il que j'ai était pas à saisie. l'armée, les services secrets, on sait pas bien. Mais c'est pas ça on sait pas pourquoi il est parti. Ah, pardon, ok. Moi, j'avais pris l'armée, pardon. Petite zone spoiler pour nos chers auditeurs et auditrices. On aura quand même une sorte de plastique filmique qui est quand même très sombre, qui fait écho quand même très fort à ce qui va arriver à ce pauvre monsieur qui revient parmi les vivants, mais qui est pas vraiment vivant, et jusqu'à la fin du film. Mais C'est... à un moment, je me suis posé la question de est-ce que le gamin ça commence, il est sur son perchoir, il n'ose pas descendre, voilà. Est-ce que c'est pas un délire qui se fait? Est-ce que c'est pas un truc qu'il a fantasmé ou qu'il a imaginé et qu'en réalité c'est pas la réalité? C'est juste on est dans la tête du gamin qui est paumé sur son promontoire. Du coup, à la fin ou au début du Au film? début du film. Au début du film, il est transigelé, il n'ose pas, voilà. C'est une Ah, explication. Sur le pont. Ouais, sur Oui, le pardon. pont. Oui, parce qu'il y a Voilà, deux quand scènes oui, il y a- en exactement, hauteur c'est pour ça qu'il y a qui deux sont scènes en hyper hauteur. importantes. Et c'est pour ça que vu que les deux font jointure, on se demande si lui, voilà, il n'est pas là, machin, et que d'un coup il part dans son délire et il imagine son père qui revient. Je sais pas, C'est- bonne c'est- question. c'est Il y a un plein truc, hein. d'interprétations. Ouais, ouais. C'est un film avec plein de pistes à suivre. Mais du coup, incroyable, j'avais pas relevé que c'était son premier film. Et avoir son premier film à la Mostra de Venise, ça claque un max. Et après, il en a fait d'autres. J'ai pas vu le dernier qui s'appelle Faute d'amour, il paraît qu'il est génial. Par contre, j'ai vu Léviathan qui est vraiment, vraiment bon. C'est un super réal. Et c'est un gars qui est parti de Russie parce que ça se passe pas très bien, bien sûr. Il est arrivé en France, il s'est fait un Covid long, mais vraiment, il a failli y rester. Et là, il va sortir un nouveau film fin d'année, début d'année prochaine. Voilà. Mais ça fait 10 ans qu'il l'a pas réalisé, quoi. Ok, C'est un super bon. Alors moi je veux bien poser une question du coup parce que j'ai pas vu le reste de la filmo, mais dans le retour, je trouve que c'est assez flagrant que le monsieur il est au moins aussi intéressé par le cinéma que la photographie. C'est son chef-op. Ouais, parce que c'est un film qui finit par des photos Ouais. aussi. Et il y a beaucoup de plans qui sont pensés comme des photographies, qui sont composés comme des photographies. Et la question que je voulais poser, c'est est-ce que ça perdure dans le reste de la filmographie ou est-ce que ça s'atténue? Dans Léviathan, c'est oui. D'accord. Après, dans les autres films, je peux pas dire, j'ai pas vu les autres. J'ai Ah. pas vu Faute d'amour. Mais en effet, c'est quelque chose qui lui parle énormément. D'accord. Je peux peut-être poursuivre ta réflexion, c'est que j'ai vu que du coup le réalisateur travaille en collaboration avec le chef opérateur dans beaucoup de ses films, qui s'appelle Mikhail Krishman, beaucoup plus facile à prononcer, mais on notera que c'est une super collab, enfin, Ça se en voit, tout cas pour le retour, ça claque les mirettes à bien des égards. Carrément. Ah, et c'est un film qui parle beaucoup de virilité aussi. Ouais, Carrément. et dans comment devenir un homme. C'est pas pour relancer le débat, mais Mais oui, c'est, Non, ça mais il y a pose pas mal de question. ça Bah, aussi. c'est l'idée. Tu commences là-dessus. Hein. Oui. La première scène, c'est ça. C'est
comment le petit garçon, tu deviens viril ou tu deviens une poule mouillée, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est Clairement, comme ça. sur la masculinité, il y a des choses à dire et il en parle plutôt bien. Et en Russie en plus. Oui. Qui est peut-être pas la société la moins viriliste du monde. Et pour terminer, moi j'ajouterais un dernier truc, c'est que je trouve que le premier acte, au final, on n'a pas le temps de s'immerger de ouf dans les petits gamins, mais vu qu'on les suit constamment, ça dérange pas tant. Mais j'ai pas eu le temps de voir un peu une souffrance du manque du père. Un peu une sorte de... Ça marche quand même, j'y crois, mais c'était un petit décalage en sortant de la vision du film, enfin du visionnage du film, ça m'a un peu genre tilté. Après, c'est passé parce que on a le temps de s'imprégner du film. Mais ouais, au tout début, j'étais un peu en mode peut-être un peu plus long le premier acte, mais ça. Ou l'impact rapidement que ça a eu sur la daronne, mais c'est pas la daronne le sujet principal du film, c'est vraiment les gamins et le rapport à leur père qui est plus ou moins un fantôme. Enfin, Je pense qu'ils vivent très bien sans leur père. Hein. Tu vois, il y Bah. a une photo, elle est planquée à haut, ils s'en foutent. Enfin, tu vois, ils font leur vie avec leur mère et leur grand-mère, et puis voilà. C'est l'impression que j'avais. Ouais. Le manque du père, c'était. Ouais, il est là. mais bon, bah, vu qu'est-ce qu'il qu'il nous veut, revient, quoi. je sais pas, moi ça m'a un peu perturbée, mais peut-être autant que ces deux petits personnages qui sont perturbés par le retour d'un mec qui leur manquait pas tant en fait. Il leur manquait pas du tout. Mais ce n'est que mon impression de consommateur de film, quoi. Ou alors il leur manquait sans le savoir. Ils le savaient peut-être pas qu'il leur manquait, mais. On va savoir. Mais pour continuer sur des films laconiques, si je puis dire, on peut poursuivre sur M le maudit. Allez. Vu que c'est un film, du coup, J'ai vu hier soir. à demi-mot, on va dire. Donc, film de Fritz Lang, réalisé en 1931, et en Allemagne pré-Seconde Guerre mondiale, et à l'apogée de son fascisme nazi. Pour vous faire un rapide résumé du film, le récit se déroule dans une grande ville allemande en proie à la peur. Un tueur d'enfants rôde, semant la panique dans la population. La police, impuissante et débordée, multiplie les descentes au point de gêner même les activités du milieu criminel. Exaspérés, les chefs de la pègre décident d'organiser leur propre chasse à l'homme. Grâce à un réseau de mendiants et d'espions, ils finissent par identifier le suspect. J'en dis pas plus. Mais je te laisse commencer, D2G, si tu as des... Ah bah moi ce film, donc c'est un film qui est hyper important dans l'histoire du cinéma. J'ai vu assez tardivement. Par contre, je l'ai vu une semaine avant. J'avais vu le premier Avatar. Que j'avais été voir au cinéma. C'est important Ok. parce que tout le monde disait la révolution du cinéma, le machin et tout et tout. Et là, après, je vois M le maudit sur une petite télé, enfin voilà. Et je me dis, putain, le film est sorti en 32 ou un truc comme 31. ça. 31, ouais. En 31, je me dis, mais depuis, on a inventé quoi au cinéma? Mais rien, on n'a rien inventé, quoi. T'as l'impression que dedans, t'as des pistes qui sont parties, qui n'ont pas été explorées. Moi, je me suis jamais remis du travelling qui descend dans la cave où tu vis dans le monde souterrain des mendiants qui ont leur propre bourse. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Et donc, moi, ce film, il m'a retourné parce que je me suis dit, putain, mais... Et ça me rappelle je crois que c'est Godard qui parlait de Fritz Lang et il disait, Fritz Lang est le cinéma. Ok. Et tu vois, et aussi bien, moi, les phrases définitives de Godard en général, voilà. Mais là, Enfin, Godard. quand tu vois ça, tu fais... Putain, ouais, mais en effet, le mec en 31, il sort ça, c'est juste incroyable, quoi. Donc moi, c'est un truc qui m'a... Et c'est pour ça que quand j'hésitais, tu l'as proposé, mais sinon, c'était le film que j'avais proposé, parce que c'est un film qui m'a profondément bouleversé. Mhm. Et toi, du coup, Alexandre, as-tu des petits retours à nous faire sur ce banger muet ou presque? Moi, je suis colère avec Fritz Lang. Je suis Alexis Colère? Non, pas lui. Non, pas de Non, s'il te plaît. Alexandre, colère, là. Alexandre Colère. Donc là, non, je suis un peu colère parce que la démonstration formelle chez Fritz Lang, elle est toujours visionnaire, exceptionnelle. Tout a déjà été dit, donc je vais pas le répéter, mais je n'irai pas à l'encontre de ça parce que oui, les plans de caméra, les travelling, tout ce qu'on veut, effectivement, il y a peut-être 100 ans d'avance, du coup, vu qu'on n'a pas encore fait beaucoup mieux depuis.
Donc c'est indéniable. Par contre, je trouve que Fritz Lang, il est aussi très capable, au-delà de la forme, de saboter sa forme par le fond. Ouais, il s'auto-sabote. Voilà. Là, tu parles de M. le Maudit. Alors, je parle des deux, parce que j'en ai vu deux, du coup, de Fritz Lang. Donc, vous me direz, c'est pas suffisant pour me faire un avis définitif, et c'est pas le cas. Mais dans les deux que j'ai vus, par contre, c'est la même remarque que je me suis faite les deux fois. Donc, à un moment, bon. J'ai vu Metropolis, Oui. du coup, qui, encore une fois, est une proposition formelle extraordinaire, mais qui est aussi de la propagande nazie. Bon. À minima anticommuniste, très nazi, quoi, du coup, à l'époque. Et puis, même dans M le Maudit, il y a une toute petite séquence à la fin qui dure 17 secondes. J'ai revérifié précisément. Pardon. Où on a la mère dont l'enfant, ça je peux le dire, c'est le début du film, hein, donc c'est pas du spoil, hein, la mère dont l'enfant disparaît, on va dire ça comme ça, qui regarde face caméra et qui va essayer de donner la morale du film, voilà, en disant bah non mais c'est notre faute, nous parents, on devrait mieux surveiller nos enfants. Bon. Alors, moi, personnellement, je trouve que le film aborde des questions autrement plus intéressantes que celle-là, et surtout de manière beaucoup plus nuancée. Cette séquence de fin, je ne me l'explique pas. C'est du sabotage. C'est une tentative de tuer le film. J'ai pas d'autre explication. Je sais pas ce que ça fout là. C'est bête, déjà, parce que bon, il n'y a rien dans le film qui laisse penser que c'est la faute des parents. Bon, voilà, déjà. Et puis au-delà de ça, passe à la trappe toutes les choses nuancées et intéressantes qu'on a pu avoir jusque-là à travers le film. Et vraiment, je ne comprends pas ce que fout cette scène-là, pour le coup, puisqu'elle abêtit le film. Je me rappelle pas du tout de cette scène. Eh ben, c'est dans la version longue du film, entre guillemets. Telle que Fritz Lang l'avait voulu. Voilà. D'accord. C'est Donc- peut-être parce que j'ai pas vu la version longue. Et honnêtement, voilà. je m'en rappelais pas non plus. Ouais, je me souviens pas de toutes ces scènes. Et surtout, moi, ce que j'avais trouvé ça hallucinant dans le film, c'est l'intelligence de montrer la pègre qui, une fois qu'ils ont attrapé, on est obligé d'en parler, ils n'ont rien d'autre à faire que de reproduire ce Oui. que leur fait la société. Enfin, Oui. parce qu'ils ont rien, ils sont dans un canevas où ils vont lui chercher un avocat et ils vont lui faire une espèce de simulacre de jeu parce qu'ils ne savent pas faire. Ouais, Enfin ce voilà, petit et je trouve tribunal ça mais juste populaire, génial, juste génial. Et donc c'est vrai que je me rappelais pas, enfin je n'ai pas dû voir cette fin parce que je me souviens pas, mais c'est vrai que c'est étonnant d'avoir cette fin qui ne rime absolument à rien. Vraiment, Mais très oui, bizarre. c'est de l'auto-sabotage de étonnant. ton film, pour le coup. Et puis en 31, effectivement, proposer les mendiants comme faisant partie de la toile sociétale, comme ayant un rôle à jouer, comme remplissant un rôle, etc. C'est également assez intéressant, c'est franchement assez, voilà, c'est très... Et avoir en plus côté mendiant le fait que ce soit... Bon voilà, non ça c'est peut-être du spoil, donc je vais pas le dire, mais le mendiant en particulier qui va réussir à reconnaître le coupable, il y a une ironie assez intéressante par rapport à ce personnage, et effectivement, à côté de ça, on sent que Fritz Lang avait envie d'avoir une espèce de course-poursuite entre la police et la pègre pour qui allait attraper le coupable en premier, et autant Fritz Lang avait une excellente idée de la façon dont la pègre allait s'y prendre, autant je trouve que la façon dont la police reste dans la course et trouve finalement réalise d'où vient le coupable, là par contre ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment ah mais oui en fait c'est la même marque de cigare. Enfin bon, Et c'est puis, ridicule. C'est pas une façon de mettre en une sorte de dérision sur les keufs. Je sais pas à quel point il était anti-flic, le Fritz. Hein, ça fait longtemps qu'il est mort, ça fait longtemps qu'on peut plus lui poser la question. Ouais, et après, parler du fascisme de Métropolis, je suis un peu dubitatif. Oh, c'est un film anti-travailleur, en tout cas anti-prolétaire. Oh. La morale du film, c'est clairement les ouvriers ont besoin d'être dirigés par une élite parce qu'ils sont trop bêtes pour fonctionner par eux-mêmes. Je me souviens plus de ça. Ah bah, Il y a longtemps que je l'ai pas vu. l'avantage avec Fritz Lang, c'est que la morale de son film ne peut pas s'empêcher de la mettre. Il l'a fait dire à des personnages. Donc on l'a dans Metropolis aussi. Hein. On a un personnage qui dit, alors c'est le fils, celui qui s'en charge, c'est le fils du patron, qui dit entre les mains et la tête, il faut le cœur.
Et on a effectivement une vision bien précise de la société, hein, qui est du coup montrée. Hein, voilà, les ouvriers, c'est les mains, ils n'ont pas à réfléchir, ils n'ont pas à penser, ils n'ont pas à prendre des décisions, il faut la tête. Et c'était quelqu'un qui n'était pas du tout apprécié des fascistes, Fritz Lang, il est parti aux Oui, États-Unis. mais pour autant, sa nana voilà. ne s'est pas empêchée pour un sou de faire des petits films de propagande bien sympathiques C'était avec qui, sa Goebbels. nana Je me rappelle plus de son petit nom, Mais mais pour le coup, à ma connaissance, Metropolis, c'est l'adaptation d'un roman de sa femme qui a été écrit comme un roman nazi, quoi. D'accord. oui, du coup, elle a adapté en scénario Oui. le film de Voilà. Metropolis. Donc anti-syndicalisme, anti-communisme, voilà. Mais pour terminer du coup sur ce fameux M le maudit, avant de continuer sur d'autres films, moi je l'ai mis parce que je l'ai découvert en cours, vu que j'ai fait des études de ciné, et l'utilisation du chant, du son hors champ m'a beaucoup bouleversée personnellement. C'est quelque chose qui m'a, formellement, ça m'a un peu retourné la tête, quoi. Je me suis dit, what the fuck, on peut faire ça en fait? C'est trop bien. Au point de me faire hésiter avec des pistes de taf dans le ciné, comme sound designer ou ce genre de truc. Parce qu'il y a un boulot de malade mental sur comment on fait croire à la diégèse en dehors du chant. Et ça marche trop bien. Moi, c'est un de mes exemples préférés de comment on fait vivre le film et sa fiction dans la tête des spectateurs et des spectatrices à travers des bruits, à travers des lumières qui passent sur des visages, et rien n'est montré explicitement. C'est ça qui m'a impressionné de ouf. Et le spectateur moderne reconnaîtra peut-être aussi le sacrifice de la musique, du coup, parce que c'est un film qui travaille aussi beaucoup des silences. Ce qui n'est pas grave, hein, c'est pas une critique que je fais, mais quand on est habitué au cinéma hollywoodien qui pétarade et où il y a de la musique tout le temps, c'est vrai qu'on le sent, quoi. Et donc, vu qu'on est passé sur un film, qu'on était sur un film muet, passons à un film qui crie beaucoup, mais qui ne crie pas forcément pour ses personnages, mais je pensais à Mad Max Fury Road. Qu'en pensez-vous? Très bien. Peux-tu nous introduire le film, Alexandre, s'il te plaît? Oui, alors là, c'est vrai que du coup, le grand écart est maîtrisé. Eh bien, parce comme dans le film. que on est finalement, on n'est plus tout à fait sur du Fritz Lang. Ouais, c'est chaud de faire une transition. Elle est bien du coup, moi je trouve qu'elle est bien. Alors moi, pourquoi j'ai beaucoup hésité, hein. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais qui sera très courte, hein. Sur évidemment tous les films de Miyazaki, il devrait y en avoir un dans les 3 que j'ai choisis. Le simple fait qu'il n'y en ait pas vient du fait que j'ai pas réussi à les départager. Voilà. Mais sinon, il y en aurait eu un, hein, parce que dans ma vie de cinéphile, Miyazaki, c'est incontournable, voilà, je le dis. Il est pas là, mais j'ai une pensée pour lui, j'ai une pensée pour ses films. Donc, pourquoi j'ai choisi Mad Max? À ma connaissance, c'est un des seuls films hollywoodiens, à ma connaissance le seul, qui n'a jamais été pensé sous la forme d'un scénario, mais qui est passé directement à l'étape du storyboard. Ça se sent évidemment beaucoup, et je trouve que le réalisateur, il revient, il a 70 ans, et il en profite pour passer une petite leçon générale à l'industrie du cinéma, qui a un peu tendance à considérer le scénario comme le début, la genèse de tout film, et réexpliquer que non, en fait, hein, le cinéma peut tout à fait se passer d'un scénario. C'est un outil, mais qui n'est pas un outil nécessaire, et on peut penser l'image, tout simplement, du début. Voilà. Et je trouve que c'est extrêmement... moi, je trouve que le résultat est extrêmement impressionnant, contrairement à la suite, Furiosa, qui est moins impressionnant, je trouve. Mais Mad Max Fury Road, effectivement, moi, j'ai vraiment vécu ça comme une leçon. Voilà, que le vieux papy venait rappeler. Le petit papy Miller. Voilà, le petit papy Miller venait rappeler à Hollywood que le scénario, ouais, c'est bien, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est pas obligatoire, quoi. Et franchement, ça marche quand même, hein. Et il te fait 2 heures, effectivement, quasiment une scène d'action de 2 heures, en fait. Et moi, je trouve qu'on est en droit de s'attendre à avoir mal à la tête. Parce qu'une scène d'action de 2 heures, honnêtement, normalement, ça te pète le crâne. Et moi, j'étais sorti du film en ayant l'impression que les scènes d'action étaient très fluides, très compréhensibles, parfaitement réalisées, et que le film était parfaitement rythmé, et j'avais pris une claque, quoi. Je m'étais dit, ok, d'accord, mais là, on est vraiment sur de la kinématographie, quoi.
C'est Écrire avec du mouvement. écrire avec du mouvement, quoi. Et puis, bah, les gens parlent peu, bah, parce que c'est pas grave, voilà, ça peut aussi ne pas parler. Et je m'étais dit, par rapport aux autres films qu'on avait dans la liste ce soir, eh ben, c'est intéressant d'amener celui-là, parce qu'on a des films qui sont un peu plus verbeux. Et là, non, il n'y a pas de grande tirade, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment un film qui vient te montrer des images. Et j'avais trouvé ça honorable. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais j'avais fait ce choix. Est-ce que tu avais vu toute la saga du coup? Alors, bah du coup, oui, j'avais vu la saga, ils avaient fait une rétrospective à l'Institut Lumière pour les 3 premiers, ceux où les gens se sont tués pour faire les films. Bon, moi vraiment mon préféré, ça reste Fury Road. Je trouve que c'est celui qui est le plus réussi, le plus impressionnant. C'est une démonstration, voilà, de technique, de storyboard pur. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Voilà, j'avais été impressionné, j'avais été sensible à ça. Ce qui est impressionnant, c'est que le gars, il te propose un film où il y a très peu de FX au final. Et en Il y en plus, a pas, je crois. Il y en a très très peu. Il y en a quand même. Il y en je a un croyais peu Ah ouais. à l'étalonnage principalement. D'accord. Ça compte comme effets spéciaux malheureusement. Ok. Enfin malheureusement, heureusement. Hein, et c'est sans- tout l'échec de Furiosa d'ailleurs, qui fait de la CGI partout. Et c'est très dommage. Ouais, ça pour le coup, c'est vraiment un gros reproche du film par rapport, enfin qui fait pas du tout hommage correctement en plus au personnage de Furiosa en elle-même, même si elle joue très bien Anna Taylor-Joy, je crois, en nouvelle Furiosa jeune. Mais il y a, enfin c'est dingo comme Fury Road. Du coup, le petit Papy Miller, il te met une claquette chaussette là, retournette, hein. Ah, bon. Petite, On a le droit d'être pas d'accord, mais moi c'est vraiment comme ça que je l'ai pris, quoi. je- Puis, ouais. Il a sorti la version Chrome, je sais pas si. Parce qu'à la base, il voulait le tourner en noir noir et et blanc. blanc, ouais. Et les studios ont dit non, mais ça va pas, on va pas lâcher 100 millions de dollars pour tourner un truc en noir et blanc, quoi. Ok. Et après, il l'a fait, enfin, il l'a ressorti, il a refait faire la post-prod pour que ça soit en version Chrome. Et il paraît que c'est incroyable. Ah, tester Les ça. collègues qui ont adoré en version normale, ils l'ont vu en Chrome, ils disent mais c'est une richesse, mais c'est fou, quoi. Donc, à voir. Et ben vivement que j'investisse dans un vidéo proche, mes amis. Ouais. Mais ouais, je te confirme que c'est vraiment un truc incroyable en termes d'action. Et c'est vrai que le scénar, c'est des gens qui partent du point A, qui vont au point B, le point B leur plaît pas, c'est pas qu'à ce que ça ressemble, ils retournent au point A. Ça, c'est le scénar. J'adore. Voilà. Et c'est que ça, quoi. Et tu fais, ah ouais, d'accord, et ça a duré 2h30, ok. Et tu t'en prends plein la gueule et tout, c'est trop bien. Moi, les trucs, j'avais été un peu surpris par le jeu de. J'ai mangé le nom d'acteur. C'est plus Mel Gibson, mais non, oui, je sais Tom Hardy. Tom Hardy, voilà. bien joué. Et j'avais trouvé un peu bizarre dans son jeu et tout, et j'ai un pote qui m'a expliqué qu'en vérité, Miller, il donne aucune indication. Oh, Et putain. Hardy, il savait pas ce qu'il foutait là, donc il comprenait pas, donc il a une espèce de non-jeu, enfin voilà. Et en plus, il se disait, mais c'est quoi cette merde dans laquelle je suis embarqué? Parce qu'il comprenait pas ce qui se passait. Il disait ça va ressembler à rien, il avait honte et tout. Il s'est embrouillé sur le tournage avec Charlize Theron, qui l'a accusé de harcèlement. Après, il y avait obligatoirement un mec qui était entre eux, parce qu'il n'avait plus le droit de communiquer directement avec elle et tout. Enfin voilà. Et voilà. Et pourtant, ça le fait. Voilà. Mais c'est vrai, quand on regarde son jeu, on a l'impression d'avoir un mec qui est un peu tout perdu tout le temps. Oui. Et voilà, mais parce qu'il comprenait pas ce qu'il foutait là, quoi. Voilà. Mais est-ce que c'est pas le cas de Mad Max en général? Bah dans ce film-là, il est perdu un peu, ouais. Dans le, Après, moi, dans je le les prends ceux un d'avant, peu- il savait où il allait. Dans le ceux d'avant, c'est l'inverse. C'est le gars qui sait où il va, il a une force, une espèce de volonté en lui. Mais dans celui-là, il y avait vraiment, de la part de Miller, il y a une déconstruction, hein, de Mad Max dans celui-là. Oui, il est Parce qu'il moins se fait balloter. héroïque. Ouais. En fait, mais il se fait clairement balloter. Ouais. Et d'ailleurs, par des femmes. Parce que c'est Ouais. un personnage, enfin, je veux dire, c'est littéralement le seul personnage masculin du film vraiment fort. En fait, qu'on voit beaucoup à la Immortal Joe. Et dans les héros, dans Voilà. les héros, pardon, Ouais. pas dans les anti-héros. Parce que... justement. Et il se laisse un peu porter en fait. Il y a cette espèce de développement c'est un personnage qui n'a existé que dans l'apocalypse, le post-apocalyptique quoi. Et on peut comprendre qu'il soit un peu fatigué quoi. Au bout d'un moment, il a peut-être Oui. plus envie d'être. Puis là, on se rappelle qu'il a perdu voilà. son gosse et sa femme à la Ouais. base. Donc il est plus proactif. Voilà, c'est un personnage qui a perdu sa capacité à être proactif. On peut et le prendre comme ça finalement. Le fait Ouais. qu'il soit perdu, l'acteur, ça joue peut-être en la faveur du personnage Ouais, qui est un peu en tout cas, pré-retraite. ça m'a vraiment fait ça. Et quelque chose moi qui m'a toujours halluciné dans les films de Miller, c'est que en une image sur un personnage, il arrive à te le caractériser. Quand tu vois les méchants là qui le suivent, Ouais. celui qui a pas de nez, celui qui est voilà, et tu les vois. Et des fois, ça me fait penser un peu à Sergio Leone.
T'as des mecs, tu vois une image et paf, t'as un truc qui rentre, c'est dans la rétine, t'as le personnage, quoi. Et cette capacité à tout de suite poser un caractère, un truc en voyant un personnage, je trouve remarquable. Mais ça apporte une profondeur de ce que les Anglais appellent le lore, donc la profondeur de l'univers qu'il y a derrière. Enfin, tu vois effectivement tous ces enfants, enfin tous ces adultes plutôt d'ailleurs, tous ces adultes mal formés, etc. etc. On n'a pas besoin d'un pavé au début du film, ce que faisait d'ailleurs le premier film, ce qui est un défaut, pour t'expliquer que bah voilà, oh bah dis donc alors, il y a des radiations, donc les gens ils naissent avec des difformités. Non, on fait pas ça là, on te les montre. Voilà, t'as des adultes, ils ont tous des difformités. Ils ont tous des cancers, des trucs comme ça, et tu comprends que c'est pas un environnement joyeux, quoi. c'est pas oui à la plage. Après, il y avait le petit pancarte de début, mais je crois que ça a été rajouté par les producteurs. Et que malgré tout, dans le film, on a des... Quand il y a la radio, par exemple, qui est allumée, on entend des trucs du gouvernement, genre restez chez vous, ne buvez pas l'eau du robinet, machin et tout, même si c'est la seule eau qui est potable et gratuite. Mais donc, pour clôturer ce Mad Max Fury Road, allez le revoir. En fait, je ne vois que dire. Ça se mange sans fin. C'est clair, c'est incroyable. Et du coup, pour poursuivre, c'est le truc qui gueule. Pour refaire la blague. Transition. À nouveau. L'important, c'est d'aimer. Et oui, exactement. Ce super film. Qui est exceptionnel. Troisième film de Zulawski, premier film français, c'est un réalisateur polonais. Et qu'il a fait avant son film le plus connu, qui est Possession, avec Adjani, qui est sorti en 81. Si vous ne l'avez pas vu, Possession, je vous conseille de le regarder, c'est assez impressionnant. Donc, dans l'importance d'aimer, c'est tiré d'une adaptation d'un film de d'un livre de Christopher Frank, qui s'appelle La Nuit américaine, si mes souvenirs sont bons. Et donc on suit l'histoire d'un photographe, Servemont, qui est interprété par Fabio Testi, qui rencontre une comédienne dont la carrière est en chute libre, Nadine Chevalier, interprétée par Romy Schneider, qui est mariée à Jacques Chevalier, l'inénarrable Jacques Dutronc, n'est-ce pas ? Un dépressif collectionneur de photos de cinéma. Servet s'attache à Nadine et décide de financer une pièce de théâtre sans qu'elle le sache pour essayer de relancer sa carrière. C'est le démarrage du film. Donc il faut savoir, c'est une production européenne, ce qui explique la présence de Fabio Testi, qui est un peu en dessous en termes d'acting par rapport aux autres qui envoient du lourd, mais c'était le beau gosse italien, il y avait des fonds italiens, il fallait le placer et tout et tout. Zulawski dira toujours, ce mec a rien compris ce qu'il foutait là et tout, il ne comprenait pas ce qui se passait, il était doublé et tout. Ah non, vraiment, il est tombé dans un truc et voilà. Il faut comprendre quoi, voilà. Donc il y a un décalage du jeu par rapport à celui de Romy Schneider qui est totalement incarné. Moi je vois juste la scène de début de film qui est absolument bouleversante, c'est-à-dire Romy, donc dans la vie, Romy était au sommet de sa notoriété, de son art et tout, et complètement dépressive à côté de ça. Et il a utilisé ça, Zulawski. Il a montré ça, et voilà. Et il a aboli la frontière dans le jeu d'acteur en filmant Romy Schneider comme ça. C'est juste incroyable. Et cette première scène où on la voit, elle n'arrive pas à jouer, et qui regarde la caméra, qui dit « Mais vous savez, je sais faire des choses bien. Prenez pas en photo, s'il vous plaît. » Mais moi, ça me fout la chair de poule, quoi. Enfin, je suis par terre, quoi. Voilà. Et parlons de Karl-Heinz Zimmer, ça vous dit quelque chose? Lui, c'est le meilleur. Voilà, Klaus Kinski, qui a un rôle grotesque, déformé dans la pièce, et en même temps, avec des rares scènes où il ne cabotine pas du tout. Et entre autres, le moment où elle s'effondre, quand il répète, et que lui, il va dans la loge avec Romy Schneider, et il la prend dans ses bras, il dit non, mais c'est pas comme ça. Et là, on le voit, mais tout tendre, tout doux, tout. Et c'est rare, Kinski, on le voit toujours dans des rôles extrêmes et tout. Donc là, il est extrême, et il arrive à se canaliser. C'est hyper rare de voir Kinski comme ça. Moi, la scène de rencontre avec Karl-Heinz Zimmer, qui est en train de se sécher les cheveux avec l'orage, et il lui parle de son frère et tout. Vous savez de quoi il est mort, mon frère? De dégoût. Oh là là, mais moi je suis... Voilà, j'en peux plus. Voilà, donc je trouve ça génial. Moi, donc en préparant un petit peu la chronique, j'ai retrouvé la critique du Nouvel Obs de l'époque qui disait « La caméra cruelle dans son mouvement même épouse la fureur, la frénésie de ce carnaval sanglant de violence, cette parade dérisoire des faiblesses, des lâchetés et des peurs. » Je trouve que tout est dit. Vraiment, c'est ça. Et voilà. Et à côté de ça, enfin, c'est pas à côté de ça, parce que pour moi, tout se tient.
J'adore les dialogues complètement baroques que raconte Dutronc, que peuvent raconter les autres personnages, les second degrés, et même les trucs hyper crades qui sont proposés par les Mazzelli, le mec là, l'espèce de truand avec ses mecs, et puis sa bobonne derrière, oh mon petit, alors Tu que tu manges sais faire pas défoncer assez, la viens gueule et tout, manger à il la est en train maison. de pisser le sang et tout, et voilà, et c'est hyper crade ce qu'il filme, ce qu'il oblige à faire, enfin voilà, je trouve ça, voilà. Donc, film que je trouve remarquable. Là, de le revoir, je m'étais pas aperçu que... Enfin, j'avais pas fait gaffe. Le film commence sur Romy Schneider qui n'arrive pas à dire je t'aime à un mec qui est ensanglanté et se termine sur un mec ensanglanté où elle lui dit je t'aime. J'avais jamais fait gaffe, c'est con, alors que c'est évident quoi. T'es dans une boucle. Voilà, mais j'étais tellement... Le film a toujours... Voilà. Mais elle ne joue pas à la fin. Et là, elle ne joue pas, elle chuchote et il n'y a pas une réalisatrice hystérique qui lui gueule dessus. Enfin, franchement, la scène de tournage au début, quand tu rentres là-dedans, enfin, je sais pas, toi, c'est la première fois que tu le vois, on en parlera après. Mais moi, ce film, il me vrille à chaque fois que je le vois. Voilà, donc j'adore. Du coup, tu veux poursuivre, Alex? Ah bah je veux bien. Alors moi je commence par plaider coupable de ma propre bêtise. Typiquement c'est un film, si j'avais regardé le synopsis de mon côté, bah je ne l'aurais probablement pas vu. Parce que bon bah c'est un triangle amoureux un peu quand même, beaucoup. Et c'est pas forcément un truc qui m'aurait intéressé spontanément. Preuve qu'il faut pas s'écouter. Voilà, preuve qu'il faut pas s'écouter parce que en fait j'ai vraiment bien aimé le film. Pour le coup, et si je suis désolé Léandre, tu seras seul, C'est pas grave. parce que c'est un film qui est romanesque déjà, et donc effectivement il a de romanesque que c'est un film qui estime qu'il y a des sentiments qui sont absolument forts et absolument respectables, voilà, contre lesquels on ne peut rien, voilà, et qui s'imposent à tous. Et ça, de temps en temps, c'est vrai que ça fait plaisir de s'imaginer un monde romanesque où ces choses existent, où elles s'imposent à l'univers entier. L'univers entier s'arrête quand l'amour vrai arrive, et de se dire que finalement, voilà, ces choses existent. Je laisse chacun y croire ou pas. Mais voilà, dans ce film, il y a un peu de ça quand même. Alors ça se passe forcément pas complètement toujours très bien non plus, hein. Mais c'est justement parce que ces sentiments sont absolus que ça ne se passe pas bien, en fait. Parce qu'un triangle amoureux où chacun éprouve des sentiments qui sont fondamentalement respectables et fondamentalement sincères, forcément, il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose pour que ça se passe mal. Et finalement, toute la partie qu'il va y avoir avec cette espèce de pègre du milieu, là, cette espèce de... Voilà. Pègre du porno, ouais. Ouais, cette pègre du porno un peu hardcore. Alors moi, j'ai eu l'impression qu'il prenait des photos aussi de gens importants en train de faire des actes pas très charitables pour les faire chanter. C'est exactement Voilà, ça. il y a un peu ça. Alors finalement, c'est pas la partie du film qui est la plus utile. Honnêtement, moi, on pourrait presque l'enlever. Ça ajoute de l'enjeu, ça ajoute de la tension, mais... Si en tant que spectateur, l'intensité des sentiments que les trois personnages principaux, je vais les appeler comme ça, se vouent, ça peut suffire, en vrai. Je pense qu'il n'y a pas ces scènes, tu suffoques. Parce que tu es toujours... Non mais C'est vrai, possible. parce que tu es toujours dans le truc, ah putain, et voilà, alors que ça, ces scènes-là, tu C'est passes un hardcore, truc mais tu calme, poses un c'est peu ton machin, crâne, tu ouais. rigoles, c'est grotesque au possible. C'est et vrai, tout, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est pas par hasard que ces scènes existent. Ok, c'est vrai. Alors, ça peut effectivement apporter une forme d'équilibre, je suis d'accord, parce que c'est le seul moment où les choses sont un poil moins sérieuses. Parce que sinon, effectivement, si on fait le choix d'y aller, d'y croire, il n'y a pas d'issue. Il y a, les personnages, on peut pas. C'est pas un triangle amoureux, on pourrait dire à un moment, oh non, c'est simple, pour régler le problème, il suffit de faire ça. Non. Effectivement, non, c'est compliqué là, c'est très compliqué, il n'y aura pas de jolie fin, on s'en rend compte très vite. Et donc, je m'arrête là peut-être. Non. Mais effectivement, Non, mais donc, c'est le plaisir de voir quelqu'un qui aime. En général, je reçois, j'ai beaucoup de déconvenues quand je propose ce film, je ne le propose plus. à ma grande surprise, comme je l'ai dit au début, c'est pas tout à fait mon style à la base, mais il faut lui donner sa chance. La Quoi. fluidité de la réalisation, enfin, je veux dire, Y a la pas caméra, c'est avec les impeccable. personnages au plus près, enfin, c'est Non, je ne me suis pas ennuyé, loin de là, Ouais, c'est ouais, clair. C'est très très bien. Et c'est jamais décevant, le film n'est jamais décevant, je trouve. Il n'y a pas de facilité. Voilà, et ça c'est bien. Romy a eu l'Oscar, le César pour ce film. Voilà. Mais pourquoi n'a-t-elle pas eu d'Oscar ou de César, hein? Elle a eu le César pour ce Si film. je devais reprendre une scène, parce qu'on l'a pas fait systématiquement, mais c'était un peu l'objectif, moi il y a vraiment une scène pour le coup, où je me suis dit, ok d'accord, il se passe vraiment quelque chose dans ce film,
C'est quand les deux mecs, voilà, qui sont un petit peu en train de se battre, mais ils se battent pas vraiment, mais enfin qui sont un petit peu en compétition, on va dire, pour Romy Schneider, se rencontrent finalement, s'accusent l'un l'autre d'être amoureux de cette actrice, et son mari vient finalement se plaindre à ce personnage qui vient foutre un petit peu le bazar dans son mariage. Et ce personnage lui répond: mais si tu crois que ça m'amuse, moi. Sous-entendu, bon voilà, c'est encore une fois très romanesque, hein, cet amour lui est tombé dessus, il y peut rien, il est sincère, et quelqu'un va souffrir, quoi, c'est sûr. Mais On ne dira pas qui. c'est important parce que après, Dutronc, le seul échappatoire qu'il a pour analyser la situation, c'est elle reste avec moi parce qu'elle a pitié de moi. Oui. C'est ça qui est trop fort. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, cette fille, elle m'aime profondément, elle a pitié de moi. Et donc, il est obligé de s'échafauder jusqu'à ce qui va se passer. Mais voilà, et je trouve ça très fort, la manière dont c'est amené. Et hop, hop, hop. C'est un film d'une grande maturité. Ouais. C'est peut-être pour ça que t'as. Mais c'est pas Mister Nobody, ça je comprends pourquoi. Si ton truc c'est Mister Nobody, c'est sûr que entre romanesque et romantique, effectivement, on n'est pas d'accord. Hein. C'est vraiment des camps qui sont pas d'accord. Hein, pour le coup. C'est pas ça que moi qui me dérange dans le film. Qu'est-ce que t'aimes pas ? Déjà, moi je l'ai découvert, Transition. je devais avoir 18 ans, quoi. À peine. Et ma cinéphilie a bien commencé, mais ça fait 2 ans que j'aime le ciné et que je découvre des trucs aussi incroyables les uns que les autres, qui m'émeuvent, qui me font envie des trucs de fou. Et je dirais que je déteste ce film encore aujourd'hui. Tu l'as revu là ? Je l'ai revu à mon grand dam, mais en vrai, j'en gardais un souvenir bien Douloureux. bien négatif, bien douloureux, alors qu'au final, il y a quand même des choses à sauver dans mon cœur pour ce film. Bon, par contre, je me sens agressée constamment par la caméra, par Klaus Kinski, par cette réalisatrice de merde du début du film qui te gueule dessus. C'est intense. Genre, tu rentres dans le film, tu suis le petit Servet qui va essayer de prendre des photos un peu... qui mettrait inconfortable l'actrice qui est interprétée par Romy Schneider. Et là, t'as la meuf qui est là. Mais vas-y, baise-le! Dis-lui que tu l'aimes! Baise-le! Enfin, vraiment, elle te crie dessus comme ça. Mais, et c'est pas contre toi, spectateur ou spectatrice, mais elle est filmée. On ne voit pas le visage de Romy Schneider tout de suite. On voit d'abord la meuf qui gueule. Et moi, ça m'a sorti du film la première fois que je l'ai vu direct. Et j'ai haï le film à un point où je l'ai acheté quand même. Hein, je suis un peu maso. Mais je m'étais dit, je le reverrai un jour pour me faire changer d'avis. Finalement, j'ai créé ce podcast. C'était l'occasion. Et tu n'as pas changé d'avis. Un peu. Ah. Donc, pour aller dans cette direction, c'est que y a certains dialogues qui sont vachement explicites et qui sont hyper profonds. Au final, ce triangle amoureux qui, bon, les gars, tout le monde est dépressif ou quoi? C'est pas Twilight. Hein. Mais cette purge du plane, c'est encore pire que l'important c'est d'aimer, mais pour de mauvaises raisons. Alors que l'important c'est d'aimer, c'est parce que je me sens agressée. C'est pas parce que je m'emmerde. Oui, c'est un film qui agresse, ça c'est clair. C'est intense. L'important, c'est d'aimer me fait vivre un truc. Il faut accepter d'être complètement déstabilisé parce que la scène d'après, la première scène, si les souvenirs sont bons, il se retrouve en train de filmer un porno homo avec un gros black et un anglais et tout est tordu, quoi. Enfin, tout est vrillé. Oui. Dans ce film, toujours tout est vrillé, quoi. Oui. Et puis, la présence de travestis n'est peut-être pas si courante dans les années 70, dans les films. Va savoir, je ne sais pas. Peut-être plus dans les années 70 que maintenant, bizarrement, par contre. Oui. Faut faire attention à ça. Oui. Parce qu'on a oublié pendant une période qui a beaucoup joué sur ces trucs-là aussi. Hein, donc, Mais c'est plus 80 billets, il me semble. Alors, oui. Donc, mais on a après, la 90. légalisation de l'homosexualité n'est plus une maladie dans les années 80, alors que dans les années 70, elle l'est encore. Ok. Peut-être une différence alors. Donc, pour revenir à mon ressenti, c'est compliqué pour moi de m'attacher. Tout le monde me crie dessus.
la caméra fait des plans un peu qui sont super intéressants, mais c'est vertigineux et tout le monde se crie dessus à travers la caméra qui tente des trucs assez impressionnants et cool. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène où Monsieur Hop 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 va se mettre dans le cercueil et va dire un truc qui, moi, m'a un peu... Enfin, que j'avais complètement oublié, c'est « Tu m'aimeras plus quand je serai mort ». Et ça... Foreshadowing. J'étais là, Ouais, mais monsieur, c'est... Enfin, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et la petite Romy qui est là, ne dis pas ça, mon chéri. Et... Oh, elle découvre que Servet est dans le public et elle va aller lui parler alors que son mec est là. Et genre vraiment c'est lunaire, je comprends pas tout, ça me... Il y a un peu une histoire d'impuissance aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Il me semble à un moment que... Sexuelle, tu veux dire ? Ouais, parce qu'il lui dit... elle lui dit, prends-moi maintenant, prends-moi. Oui, et il lui répond, saute-moi ouais, saute-moi. Ouais. Et il lui répond, Ouais. j'ai pas pris la pilule ou un la truc. pilule, Ouais, ouais. c'est ça. Donc, C'est ça. Ouais, Mais après il y a plein de moments où il dit qu'il est un peu pédé quand même. oui, il le dit, effectivement. Et que il est Il dit que quand même... les fesses de Romy Schneider ressemblent à celles d'un petit garçon. C'est ça. Il Ouais, dit, bon. Moi, je l'aime pour son petit cul de petit garçon. Et ça m'a perturbée parce que la question du triangle amoureux, enfin, aujourd'hui, aurait pris une autre forme avec des triangles amoureux bisexuels, un peu, enfin, de ce que j'ai vu dernièrement, où il y a des triangles amoureux avec 2 hommes et une femme. Mais ça joue sur d'autres trucs. Et il y a des sous-entendus, mais qui sont explicités malgré tout. Bon, ça gueule, mais je sais pas, c'est quelque chose. Ça me fait vivre un truc. Et ben, l'important, c'est d'aimer ce film sans le détester à 100%, j'imagine. Bon, un film maintenant 3e visionnage. qui me semble important d'aborder également, avec du sang ou pas, Memories of Murder. Pourquoi as-tu choisi ce film, Alexandre ? Bah, alors moi, Memories of Murder, c'est mon premier contact avec le cinéma sud-coréen. Ok. Voilà. Très rapidement après, j'ai rembrayé sur Parasite parce que les gens avaient pris de l'avance. Parce que moi, c'est Memories of Murder, je le vois en 2020, je crois. Donc Parasite, c'est en 2018 qu'il reçoit l'Oscar, si ma mémoire est bonne. Donc je suis un peu en retard. Voilà. Et puis, bah voilà, enfin, que dire ? La musique, comme je l'ai dit, c'est important pour moi. Et je trouve que c'est un film qui a une musique qui hante. Voilà, qui m'a hanté. Mais la totalité du film m'a hanté. Voilà. Et ce qui est impressionnant, c'est vraiment, je suis sorti de la salle de cinéma en me disant quelque chose que je me dis quand même pas tout le temps. C'est, je veux en savoir plus sur ce film. Je veux lire la page Wikipédia du film. Je veux voilà, regarder des making-of. Je veux comprendre d'où vient toute cette histoire. Parce que c'est une histoire qui est incroyablement sombre. Qui montre la totale incapacité de la police à faire son travail. C'est vraiment un film à charge contre la police sud-coréenne de l'époque, qui est vraiment ridicule dans le film, et qui est ridicule et ridiculisé, d'ailleurs, les deux. Donc il y a un parti pris. Et quand j'ai lu, alors le film, j'ai eu des frissons, etc. Et surtout quand j'ai lu un petit peu les histoires qui tournaient autour, il y a cette scène de fin où le personnage fait un regard caméra assez brutal, il tourne la tête et il regarde la caméra, et il y a le thème, encore une fois, qui hante le film, qui se déclenche, et sans avoir un élément de contexte, bah, cette scène, on comprend pas pourquoi elle est si intense, pourquoi elle est importante dans le film, et pourquoi elle est filmée comme ça. Et on comprend que le film a été réalisé à un moment où la Corée du Sud est encore hantée par cette histoire de tueur en série. C'est la première histoire de tueur en série qui est racontée à la télévision sud-coréenne, parce qu'au moment où le vrai tueur en série tue ses victimes, c'est le moment où la télévision et les chaînes d'information en continu en Corée du Sud arrivent. Et donc effectivement, ces chaînes d'information vont tourner en boucle sur cette histoire horrible de tueur en série. Et on apprend que la totalité de la Corée du Sud connaît cette histoire. La totalité de la Corée du Sud a été un peu traumatisée par cette histoire, par le fait que la police n'a jamais réussi à mettre la main sur le bonhomme, la terreur que ça a induite dans la population en général. Et effectivement, on apprend que bien le flic, quand il regarde la caméra à ce moment-là, eh bien c'est une volonté de regarder le coupable qui n'a toujours pas été
attrapé, et selon le réalisateur, il est à peu près sûr que le coupable ira voir le film. Voilà. Donc ce regard caméra, il est destiné aux spectateurs en général, parmi lesquels il y aura le coupable. Voilà. Ouais, mais des gens tordus capables de tuer Et ça, des ça gens. glace le sang. Mm. Ça glace le sang. Parce que c'est toute la morale du film, en fait. Le film te dit, bah, les coupables, ces monstres qui tuent, ils sont parmi nous. Et ils sont d'apparence normale. Oui, Voilà. elle Vous ne dit, pouvez la pas. gamine, Ouais. il a les mains douces. Comment il était? Bah, il avait une tête normale. Et sinon, bah, normal, quoi. Et ça finit comme ça, quoi. Donc le gars, effectivement, il a pas une énorme balafre sur le coin de la tête, il a pas un œil, voilà, un œil de verre, il a pas un perroquet sur l'épaule ou que sais-je. C'est un pirate. Voilà, c'est un monstre, mais il est caché, voilà, parmi les gens, et bah, on peut pas le trouver, quoi. Alors, ils ont fini par le trouver dans la vraie vie. Ils ont retrouvé une trace ADN de lui dans une autre affaire, donc complètement par hasard, donc en 2019, je crois. Donc vraiment beaucoup plus tard. Mais voilà, quand le film sort, c'est loin d'être le cas. Le On gars est en est, 2003. Hein. voilà, Mm. donc le gars est toujours largement en cavale. Et effectivement, on apprendra hein, quand il se fera choper qu'il était effectivement allé voir le film. Donc bon, moi je trouve que l'aura générale, c'est un film qui m'a hanté. Voilà, je m'arrêterai là parce que je trouve que c'est, voilà, ça résume bien. Tu nous prends la suite? Ouais, je veux bien. Alors, bah, c'est marrant que c'est le film qui t'ait fait introduction au cinéma coréen, comme tu dis. Et pareil pour moi. Alors, moi, j'ai vu la sortie au ciné en 2003. Et c'est une claque, mais monumentale, quoi. C'était juste incroyable. Et à l'époque, l'acteur Song Kang-ho, qui après a fait plein de films différents, moi, je le vois et je dis, putain, mais ils ont pris un paysan pour jouer. Non, c'est un acteur, c'est un mec qui est juste trop fort, quoi. C'est un géant, là-bas. Il incarne le truc, mais c'est incroyable. Et Il rejoue avec Bang Joon-ho plus tard, non? Souvent, oui, ouais, bah, je il suis joue dans content. Parasite. Déjà, Oui, il c'est joue le dans daron. Et Parasite. même The Host, hein. Dans The Host, il fait. Il y est, Voilà, dans. Je sais pas s'il joue dans Mother, je me souviens plus. Mais voilà, donc, non, c'est vraiment un mec hyper connu. Et donc, moi, j'avais adoré. Et c'est assez hallucinant l'engagement physique des mecs qui se jettent dessus, les pieds en avant et tout, qui se cassent la gueule. Enfin, c'est vraiment. Et donc, moi, j'avais déjà vu 2 fois. Là, je l'ai revu une 3e fois pour le podcast. Et j'avais oublié, comme tu pars d'une espèce de grosse farce quand même. Et t'as la noirceur qui arrive et la noirceur qui prend tout le film, quoi, et ça s'arrête pas. Et ça, c'est assez fou d'arriver à faire passer ça, quoi, parce qu'au début, t'as une bande de guignols, quoi. Le moment où il y a la trace, il voit l'empreinte, il la trace, et puis il voit un tracteur, il gueule et tout, tu vois le tracteur qui va rouler, mais tu rigoles, alors que, mais merde, t'as une minette qui vient, enfin la 2e ou 3e fille qui vient de se faire déjà buter, quoi, et mais t'es quand même dans, et voilà, et après il part sur autre chose, et c'est génial, et je trouve que l'autre flic qui arrive de Séoul et qui lui vrille petit à petit, je trouve ça super bien. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment, t'as le mec froid, et petit à petit tu le vois vriller. Trop bien. Donc c'est vraiment un film dingue. Et je trouve qu'après ils sont emparés de tout ce qui est serial killers et que sur certains films que je trouve moins intéressants, entre autres un film qui s'appelle J'ai rencontré le diable, qui est hyper trash. Et je trouve qu'il y a un peu une volonté de je t'en rajoute encore une couche, je t'en rajoute encore une couche. Et ça marche pas. Enfin, en tout cas, moi j'avais y a pas la finesse. ce film, voilà. Alors que là, t'as juste. Et puis, c'est des trucs tout con. Enfin, quand tu vois le visage d'une victime avec les fourmis qui arrivent, et puis plus de fourmis, enfin, c'est des petits trucs comme ça et que ça te glace d'effroi. Voilà, donc ouais, vraiment un truc. Et donc, moi, ça a été vraiment l'introduction au cinéma coréen. Et voilà, c'était à ce moment-là. On a plein de points communs en fait. Non, mais à 20 ans de différence, tout va bien. Et vraiment, c'était le truc, mais qu'est-ce que c'est ce truc, quoi? C'était vraiment, il y avait un souffle nouveau. Comme 10 ans avant, les films japonais étaient arrivés avec Kitano, voilà, qui avait apporté quelque chose de nouveau dans le genre film de gangster. Et ben là, dans les films comme c'était écrit et tout. Déconstruction du polar, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai, après, pour rester sur le réal, qui après a fait The Host, moi j'adore The Host, comme c'est le film à l'encontre de tous les autres films où tu as un monstre, au bout de 5 minutes, tu vois le monstre et tu vois que ça. Et tu comprends que le film, ça va être autre chose, quoi. Voilà. Mais c'est juste génial. Voilà. Bah, Bong Joon-ho, enfin... Ouais. Bref.
Ah, moi Sauf aussi. Mickey 17. Donc, exactement, Mickey 17, Poubelle, ça. loupé Mickey 17. Bon, Vraiment. on va faire comme si Mickey 17 n'existait pas. Oui, faisons ça. Mais je fais déjà ça tous les jours. Mais j'espère que tu n'y penses pas tous les jours malgré tout. Tous les jours, je n'y pense pas justement. Je fais exprès de ne pas y penser tous les jours. Du coup, mais moi je dirais que Memories of Murder n'est pas forcément mon préféré du réal pour autant. C'est ok. Le Parasite m'a beaucoup plus cinématographiquement parlant. La caméra propose plus de choses propres, à mon sens. Mais parce que le film est hyper crade et dans une graduation, comme tu disais, Denis Gabriel, de la noirceur que prend ces aventures policières loufoques à bien des égards, mais en même temps dramatiques, quoi. Alors, ce drame qui est arrivé en Corée du Sud, en plus j'ai lu qu'il y avait eu un passage avec la corruption de la police par le gouvernement, je sais pas quoi, enfin un bordel pas possible. Et je me permets de placer ici que notre petit Bong Joon-ho, nationalement coréen et sud-coréen, était sociologue. Et a fait des études de sociologie. Et ça s'en sent pas mal dans sa filmo quand même. Le petit gars, il a quand même conscience des violences policières, du racisme ambiant, même entre Sud-Coréens, de la graduation qu'il y a entre certaines... une sorte d'échelle d'être un bon Sud-Coréen ou quoi. Enfin, il y a un truc dégueulasse qui traîne. C'est politiquement hyper fort à mon sens. Il est... Et je l'avais pas vu depuis très très longtemps, mais genre au point que j'avais, je pense, intentionnellement oublié genre les fourmis, entre autres, parce que moi les trucs qui grouillent, ça me dégoûte. mais tout cet aspect charnel, oppressant, et tu sens qu'il fait chaud, et tout le monde est pas à l'aise, et tout le monde court partout, et c'est la course, et en même temps ils font des grosses conneries, comme je sais pas, les histoires de oh regarde, moi je sais reconnaître un putain de criminel en le regardant dans les yeux. Mais c'est quoi ces grosses conneries, mon pote? À la fin il le regarde, il reconnaît, bah non en fait j'y arrive pas quoi, je sais pas. Spoiler, ça ne marche pas. Bref, cette action a été claquée, mais pour revenir au film, c'est que on voit clairement une position de Bong Joon-ho à nous montrer aussi la Corée du Sud de cet instant où il l'a probablement traversé peut-être en fin d'adolescence, début d'adulte, je ne saurais pas dire, je sais plus quel âge il a. Mais en tout cas, il développe la question de la violence d'État, le rapport au pouvoir et la mémoire collective sud-coréenne. Enfin, on sent vraiment que la population est pas effacée à 100%, mais prend une place autre. Et les partenaires des flics, surtout la meuf du flic principal, qui est très intelligente, enfin, elle pose plein de questions hyper pertinentes à mon sens, et il les balaye d'un revers de main, genre mais mêle-toi de ton cul, ou non mais laisse-moi te baiser, c'est plus simple. Ok, bah écoute, on fait comme ça. Ouais, mais c'est... Alors attends, c'est Oui. quand même subtil. Enfin, je veux dire, ça se passe pas comme ça. Tu sens que c'est ancré dans la société. Enfin, tu vois, c'est pas un balourd. C'est-à-dire, il est le représentant de la gente masculine de l'époque. Et il est flic, quoi. Voilà. Et les flics ont un statut hyper important à ce moment-là de la Sud-Corée, je pense. J'ai trouvé des trucs sur Internet avec un concept que je trouvais ça intéressant de noter. Avec, alors désolé pour la prononciation, je parle pas du tout sud-coréen. Hi, Lo, A, Lak, et qui sont 4 émotions fondamentales en Corée, donc avec la joie, la colère, la tristesse et le plaisir. Et j'ai trouvé ça super intéressant comment Memories of Murder joue avec le public, mais aussi avec les flics, avec ces émotions diverses et variées, où cette scène du tracteur où ils vont écraser une empreinte, alors que putain, on avait une preuve, fait chier, à la joie de se retrouver autour d'un dîner, et juste le cut juste avant, on avait un corps qu'ils étaient en train de déchiqueter pour avoir des un bout de preuves viande et après, et C'est même ça. t'as un effet chromatique, c'est-à-dire et ce moment-là, d'un coup, t'as du rouge qui apparaît. Ouais. Donc, t'as la viande qui, après, tu Qui est reviens sur les saisie et tout, enfin, il y a un verdâtres truc, qui arrivent. Ouais. Ah, alors, si je peux me permettre au niveau, Oui. parce que c'est un film dans lequel le code couleur est fondamental. Ouais. Parce qu'il y a 3 couleurs principales dans le film, le blanc, le vert et le bleu. Pendant longtemps, le film te fait croire
que la couleur qui est associée à la culpabilité, c'est une de ces trois-là, et il s'avère en fait que c'en est une autre qu'on voit depuis le début. Et c'est pour ça que j'avais vu une vidéo qui disséquait un peu le film qui était très intéressante. En fait, depuis le début, la culpabilité, le coupable, eh bien, on le voit en plein jour. En fait, il est donné. C'est juste que les personnages du film n'ont pas accès à ce code couleur et la plupart des spectateurs, comme ce fut mon cas, hein, ne font pas attention. Mais en réalité, le coupable, on sait qu'il est coupable depuis le début parce que le code couleur nous permet de le dire. Voilà. Mais j'en rajoute pas plus parce que sinon après ça gâche le film. Ok. Bon, sur des couleurs, reprenons la couleur du sang, du rouge, pour poursuivre vers There Will Be Blood, voulez-vous? Avec plaisir, ça va saigner. Il n'a rien à voir avec. Enfin, le titre n'a rien à voir avec ce qui va suivre. Enfin, oui, il n'y a pas de sang en fait, hein, pas beaucoup. Ouais. Non, même. Donc, ouais, et 5e film de Paul Thomas Anderson qui est sorti en 2007. Et donc, on suit l'ascension d'un prospecteur d'or qui ensuite va devenir prospecteur, enfin, chercher du pétrole, de 1898 à 1929. Donc, interprété par Daniel Day-Lewis, c'est Daniel Plainview. Daniel Day-Lewis qui a eu un Oscar pour cette prestation assez incroyable. Mérité. On peut dire mérité. Oui, C'est ça. clairement. Et on va suivre toute son ascension sociale, ses réussites professionnelles, mais aussi les relations compliquées qu'il a avec les humains, particulièrement avec son fils, H.W., et le pasteur du coin, Ellie Sunday, qui est interprété par Paul Dano. Donc, film visuellement époustouflant, enfin, quand vous voyez sur grand écran, c'est les paysages, enfin, tout. Tu parlais de la musique, là, la musique de Johnny Greenwood est juste dingue. Enfin, vraiment, donc Johnny Greenwood, c'est le guitariste de Radiohead, et c'était sa 2e musique de film, je pense, et il avait peur, et c'est Paul Thomas Anderson qui l'a un peu... si, tu peux, enfin voilà. Donc c'est des jeux de cordes, des montées dissonantes, c'est magnifique. Moi, j'ai vu ce film une première fois, donc je me rappelle, c'était cinéma à Valence, j'étais en week-end avec ma compagne, et... je suis resté bloqué dans le film pendant 2 semaines. Mais quand je dis bloqué dans le film, c'est-à-dire que j'avais l'impression que tout le film était ancré dans ma tête. Et il a fallu que je retourne le voir pour sortir du film. C'était pas possible. Alors je sais qu'il y a des dingues qui des fois essayent de regarder ce film avec des bouts de vidéos sur YouTube. Non. Bon, si. Non. On m'a dit ça. C'est ridicule. Ça. Voilà, c'est une honte. Ne faites pas ça. Voilà, ne faites pas ça, jamais. Si vous avez envie de faire ça, je vous donnerai un numéro, vous appellerez et on vous dira qu'il ne faut pas le faire. Un numéro vert. Voilà, un numéro vert. Mais payant. Voilà. Donc, et le problème, c'est, pour moi, c'est un film total. Quand je dis film total, il y a jeu d'acteurs, il y a tout ça, mais surtout, c'est ce que ça représente. Alors, déjà, je suis pas du tout d'accord avec une partie d'interprétation du film qui dit qu'il n'aime pas son fils. Pour moi, non, le problème, il est ailleurs. Il y a une relation, même s'il utilise son fils pour amadouer les paysans et tout, il y a une vraie angoisse sur ce qui se passe sur ce gamin. Il y a un accident, ce qui devient... Et moi, la question, quand son gamin est obligé de partir parce qu'il y a eu un accident, j'en raconte le moins possible. La question, c'est comment est sa chambre? Sa chambre est grande? Comment est sa chambre? Enfin, il s'inquiète de comment va être le gamin, alors qu'on lit souvent il a abandonné le gosse. Pour moi, non, il l'abandonne pas. Il peut pas faire autrement. Enfin, voilà. Et surtout, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est le film le plus clairvoyant sur les États-Unis. Et le devenir des États-Unis, entre la religion, le capitalisme, l'existence de l'un et l'autre, qui ont besoin de l'un et l'autre pour exister, le fait même du pasteur avec son frère qui va aller vendre les trucs, c'est interprété par le même acteur parce qu'ils sont jumeaux, de comment lui, Daniel Plainview, il a besoin de la religion, comment la religion a besoin de lui, enfin comment, c'est vraiment, on regarde ce film et on peut voir les dérives et ça nous amène à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Et voilà, donc je trouve ça incroyable avec des passages aussi alors ça va nous ramener sur ce qu'on disait sur le retour, mais des passages un peu fantastiques avec l'arrivée de ce frère à un moment donné où ils partent, ils sont dans la brume, enfin il y a plein de choses, voilà. Donc moi c'est un film total, mais vraiment que je trouve fou, avec un démarrage incroyable. Vous avez un gars au fond d'une grotte pendant un quart d'heure, vous n'avez pas un bruit, vous avez juste le truc qui tape
voilà, soleil. en train de chercher le soleil, le machin, l'accident, lui qui rampe jusqu'à sa pépite, enfin c'est fou. Voilà. Donc je trouve ce film, enfin vraiment, il est au panthéon de mon amour du cinéma. Et voilà. Paul Thomas Anderson est un réalisateur que je trouve fou, qui après a encore réalisé d'autres trucs. Et quand vous regardez Phantom Thread, qui est incroyable, et toujours avec Daniel Day-Lewis. Voilà. Je sais pas si tu l'as vu, Phantom Thread ou non. Non. Voilà. Et là, tu as On va le voir. Oui, voilà, mais Je l'écris. Voilà, non, mais c'est fou parce que tu vois les mêmes. C'est un des films les plus classes que je connaisse. Tu suis un créateur de mode dans les années 50 en Angleterre. Et il est d'une classe mais infinie, quoi. Il est mais vraiment dingue. Et voilà. Et ouais, Paul Thomas Anderson, c'est un mec, c'est fou, quoi, ce qu'il fait. Voilà. Donc voilà. Et Donc tu Zawe disais un Blood. film. J'ai un film quoi, dis-moi. Ton adjectif qualificatif pour parler de ce film? De quoi, There Will Be Blood? Oui. Total. Film somme. C'est Total. un film total, film somme. J'avais entendu le langage durkheimien Et, également. ouais, pour moi, J'avais également noté le film Total. Il englobe, voilà, il englobe tout. Enfin, quand on regarde derrière, on a vraiment. Et pour moi, c'est que à travers cette histoire, je vous pose les bases de ce qui se passe aux États-Unis, quoi. Enfin, moi, je le vis vraiment comme ça. Voilà, et avec, ouais. Mais même de l'époque, enfin, tu vois, et puis tous ces plans où lui commence à voir les grenouilles de bénitier qui vont donner des petits machins à ses ouvriers qui sortent et tout, il est obligé de les laisser faire parce qu'il sait ce que ça représente, il veut pas se mettre contre, enfin, il y a tout ça, quoi. Et puis chacun doit lui avouer une fois qu'il n'a pas, à un moment ou l'autre il l'oblige à se renier son faux Dieu, enfin, tout est dingue. Voilà, donc c'est vraiment un des films, voilà. Si ce n'est mon film préféré, en tout cas, il en est pas loin, mais ouais. Voilà, donc je sais pas, pour ceux qui l'ont vu dans de bonnes conditions. Bah, évidemment, Mais- je l'ai vu pour la. Ah, pardon, tu voulais y aller. Oui, Vas-y. si tu veux bien. Moi, je pensais à film Total pour faire une blague sur l'essence. Oh non, mais Léon, non. C'est pas C'est possible. mon podcast, j'ai le droit de faire une blague de merde. Faut la garder, ça va, au montage. Il faudra la garder. Elle est bien. Elle est bien, Dans le elle est trailer bien. du podcast. Il faut la mettre dans le trailer du podcast. Allez, c'est parti sur les réseaux sociaux. Non, Un je film soutiens. Total. Le calembour, je soutiens. Un film qui parle d'essence du coup, mais d'essence aussi du cinéma. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que le réal, putain, mais bon, avec toute son équipe, hein, c'est pas un film d'un seul homme, clairement pas. Ils sont extrêmement nombreux sur le tournage. De ce que j'ai vu, c'est qu'il y a vraiment un monde de bâtards pour construire cet univers, cette diégèse à laquelle tu es confronté à. Moi, enfin, c'est pas un documentaire, mais t'as envie d'y croire de ouf que le mec existe, quoi. Ouais, t'as vraiment une impression de réalité dans chaque. Ouais. C'est mon impression, mais c'est la tienne aussi, mais peut-être que tu ne la partages pas, Alexandre, mais vraiment, il y a un truc de fou malade sur enfin, bon, reprendre l'expression que j'avais utilisée pour le retour, mais ça claquette les mirettes. C'est que je n'en suis que subjuguée de ces propositions cinématographiques. Enfin, il y a un sens du rythme, les fondus au noir sont choisis au bon moment, ça cut correctement, ça joue divinement bien, enfin, ne serait-ce que le Paul Dano en prêcheur de Dieu, justement, pour reprendre le divinement, enfin, c'est dingue. Et ce Daniel Day-Lewis, pardon, prêcheur de capitalisme, mais complètement foutraque, le gars, enfin... Et... Pourquoi tu dis foutraque? Mais il me fait peur. Il me fait peur, ce monsieur. Il te crie dessus et après il se calme. Et après il te recrie dessus 2 minutes après. Et moi, les gens qui crient, ça fait peur. Donc, j'aime pas trop ça. Vous avez pu le deviner avec l'importance. Il y a quelque chose de complètement mais paradoxal. c'est- Excuse-moi, je Je t'en coupe, mais prie. complètement paradoxal quand à un moment il y a l'accident avec le décès et il va voir le deuxième décès, hein, pas quand il récupère le gamin, mais le deuxième décès, et il va voir et on sent qu'il est affecté. C'est pas on passe à autre chose, quoi. Il faut renvoyer les affaires. Enfin, il y a quelque chose de paradoxal chez ce bonhomme et je trouve ça incroyable. Enfin, il est pas dans son délire. Je veux gagner du pognon, je veux gagner du pognon. Il y a des hommes autour de lui. Ok, c'est lui le chef, mais il y a quelque chose qui se noue avec les hommes. Enfin, c'est étonnant. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut. Mais il faudrait vraiment un moment passer du temps
à analyser les mouvements de caméra et comment chacun apparaît dans l'écran au moment où il doit parler, où il doit pas parler. Et entre autres, il y a quelqu'un d'hyper important dans le film, en le revoyant, c'est son bras droit. Ouais. Oui. Et il dit peu de choses, il est juste là, et souvent, tu le vois pas. Il y a quelque chose, et puis à un moment, la caméra bouge un peu, on voit qu'il est là. Toujours là. Ouais. Voilà, il est toujours là, il est toujours derrière et tout. Et il y a plein de trucs comme ça, je pense que c'est un film. On peut passer des années à analyser tout ce qui se passe. C'est vraiment fou, quoi. Non, P.T. Anderson est un des plus grands réalisateurs de sa génération. Ça, c'est on n'en pas douter. Il sait filmer, il sait travailler son médium. C'est dingue. Même si j'ai beaucoup moins aimé Licorice Pizza. Moi aussi. Mais j'ai très envie de le revoir maintenant. Oui, moi aussi. Faudrait que je le revoie a posteriori. Mais c'est un mec qui arrive à s'approprier les choses d'une sincérité folle. Et pour terminer, avant de te laisser la parole, mon cher Alexandre, j'ajouterais ce que dit notre Bégodeau national, François Bégodeau, qui a aussi un podcast de cinéma avec L'homme qui n'a pas de prénom. Avec lequel on est en concurrence, donc on va te faire la peau, Bégodeau. On arrive, t'es pas prêt. Ça doit être ça, ouais. Avec nos 3 écouteurs. T'es mort, bon. On est 3, t'es tout seul. Ils sont 2. Et... On est 3, vous êtes 2. Oui. Allez, mêlée. Pentagone. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, Bégodeau ? Et Bégodeau dit un truc que je trouve hyper intéressant sur l'aspect formel et scénaristique qui se lie parfaitement. C'est que à chaque fois qu'il arrive quelque chose de bien pour le personnage principal, il arrive quelque chose de très désagréable, enfin de négatif pour son équipe. Que ce soit pour son fils, donc pour le décès dont tu as parlé, le 2e décès, c'est que ils ont trouvé un puits de pétrole qui est gorgé de l'or noir, et vraiment il y a un con qui a lâché, et du coup c'est super, il y a foison de pétrole, mais il y a quand même un mec qui est mort au fond de la cuve. Où cette explosion de feu d'un coup, et justement, il arrive quelque chose à son fils, et je vous laisse découvrir quoi. Ou encore quand tout début du film, il creuse, il finit par trouver de l'or et de l'argent. Et on ne sait pas encore qu'il a trouvé ça, il le découvre la séquence juste après. Mais pour remonter à la surface, justement pour aller expertiser ce qu'il a trouvé, il se ramasse la gueule comme pas possible sur 3 mètres, un truc comme ça, et ça lui explose les lombaires. Et pendant tout le film, le personnage principal boite, et je l'ai remarqué que là, à ce visionnage-là, à quel point parce il que est c'est hyper cabossé. discret, c'est en effet comme il claudique. Et il joue tellement bien, Daniel Day-Lewis. Bon, je pense qu'il est insupportable quand il est dans son personnage, c'est-à-dire pendant tout le tournage, avant et un peu après. Mais, bordel de merde, vous êtes une super team. C'est clair. Et juste rajouter, excuse-moi, que Paul Thomas Anderson, c'est un mec qui voit loin, qui voit l'avenir. C'est le premier à avoir vu que Adam Sandler était un grand acteur. Fallait le voir. Ouais, avec Punch Drunk Love. Ok. Et voilà, qui joue super bien. Et après, donc tout le monde a toujours craché sur ce bonhomme qui nous a sorti Rien que pour vous, je veux, qui est quand même un monument, on va dire ce qui est. Et surtout, qui a explosé dans Uncut Gem, où là on se dit, mais waouh, c'est hallucinant quoi. Et je pense que Adam Sandler, dans les 10 ans à venir, s'il déconne pas, il va faire des films de malade quoi. Et le premier qui l'a vu il y a 20 ans, c'est Paul Thomas Anderson. Si vous l'avez pas vu, Punch Drunk Love, mais regardez-le, c'est juste fou quoi. C'est une comédie avec un mec qui est complètement coincé. Il a été élevé au milieu de sœurs. Enfin, il a ses sœurs, voilà, il y en a 5 ou 6. Et il tombe amoureux, quoi. Enfin, en tout cas, à un moment, il va se passer un truc, quoi. Et il est fou, ce film. Il est fou. Et okay. Adam Sandler, à l'époque, il faisait que des daubes, vraiment que des daubes. Et il y a cette pépite au milieu de sa film. Je vous le conseille. Ok. Alors Ah bah alors moi évidemment j'ai bien aimé le film, pour le coup j'ai beaucoup aimé le film. J'ai pas du tout perçu par contre de paradoxe dans le personnage, parce que là je vais redescendre un tout petit peu au niveau du personnage, parce qu'on n'est pas resté trop au niveau du personnage dans ce qu'on a dit, on a parlé
de l'aspect historique, De l'acting. des grands corps sociaux qui s'affrontent, la religion, le capitalisme, etc., etc. Mais je trouve que ça reste quand même un film qui est très intime, malgré tout. Parce que c'est surtout effectivement, moi, je trouve que c'est d'abord un film intime avant d'être un film ou sociologique ou historique, quoi. Et très rapidement, enfin très rapidement, non, à peu près à la moitié du film, parce que je l'ai compris quand il y a ce frère qui arrive en fait dans le tableau, donc c'est à peu près la moitié, ça, peut-être un peu plus loin, je sais pas. En tout cas, quand ce personnage arrive, j'ai compris en fait ce qu'était le personnage principal, et j'ai eu l'impression que ça effaçait toutes les éventuelles contradictions que j'avais pu voir jusque-là. Pour moi, There Will Be Blood, c'est un film de quelqu'un qui lutte contre sa sociopathie. Voilà. Je pense qu'on a quelqu'un qui a une relation profondément négative avec l'humain, voilà, qui n'arrive à voir que le mauvais chez l'autre. Il le dit d'ailleurs, hein, c'est pour ça que je dis que je le réalise, j'ai pas vraiment... mais carrément. Voilà. Et je pense que c'est un personnage qui a une forme de sociopathie. Voilà. Il ne voit que le mauvais chez les autres, donc il s'autorise toutes les formes de manipulation, tous les traitements plus ou moins désagréables, et le respect plus ou moins grand, etc. Et il a parfois effectivement des élans d'humanité. Voilà, parce que ça reste un être humain, malgré tout. Il n'est pas sociopathe 100% du temps, il est sociopathe 95% du temps. Et il en a conscience, et ça le fait beaucoup souffrir. Voilà. Mais il boit beaucoup. Il boit beaucoup, probablement pour essayer justement d'atténuer. Parce Cette rage. qu'il a l'impression que s'il baisse sa garde une seule seconde, eh ben il est mort. Voilà, il parce va se qu'il faire est, baiser par voilà, il est quelqu'un. entouré de gens qui sont dangereux. L'homme est un loup pour l'homme. Voilà, Ouais. c'est un misanthrope profond. Et toute cette scène où il défend la gamine devant son père. Il dit ton père ne te tape pas, tu as une jolie robe, tu te rappelles. Et parce que et c'est incroyable cette scène. Et t'as le père qui est juste en face. Ouais. Voilà. Bah, Et il s'adresse au c'était- père d'ailleurs Il en s'adresse fait. au père, Ouais. voilà. Et mais il parle à la fille sans regarder le père et tout. Et t'as le père qui est là. Enfin, c'est incroyable parce que chaque fois il va te jouer sur des trucs. Tu t'attends pas à le voir là-dessus, quoi. À Répondre de aborder sympathie ça. pour la petite Marie, ouais. Mais Bah, on ça sait m'a même pas si- surpris du coup, Ouais, moi. c'est pas de la sympathie, on sait pas ce que c'est. En tout cas, un père ne doit pas se comporter comme ça avec son enfant. C'est un peu ça, tu vois, Il a le une morale truc. forte Bah sur voilà. certaines Et choses. c'est alors que la fin avec son gamin est juste abjecte, voilà. Mais- Mais voilà, avec un enfant innocent, petit, je sais pas ce qu'on peut dire, un père ne doit pas se comporter comme ça. Et lui-même, je trouve que la relation avec son gamin, même s'il l'utilise pour être rentré en confiance, je trouve il construit une relation, une belle relation avec son fils. Bah, quand Alors ils là, vont chasser, voilà. moi ça m'a beaucoup Mais touché. ouais, Hein. c'est- Ils sont c'est- trop mignons quand ils vont c'est- chasser. c'est Ou chouette quand ils et- trouvent le puits de pétrole, ou quand ils lui donnent un peu d'alcool sur cette étine, Ouais, c'est ou des trucs comme pour ça, le enfin. calmer parce qu'il est triste, le gamin il sent qu'il y a un truc qui est bizarre, ou il le baptise Bah. genre avec du pétrole. Moi, je pense vraiment que, encore une fois, j'ai eu l'impression que tout faisait sens quand on partait du principe qu'on avait affaire à un sociopathe qui essayait de lutter contre sa sociopathie. Et si t'es sociopathe, tu n'as pas de morale, on va dire, intrinsèque, t'as pas vraiment de morale, voilà, comme ça. Et donc, moi, je suis parti du principe que j'étais en train de regarder un personnage qui n'avait pas de morale profonde, et qui essayait de remplacer ça par des principes forts, en fait. La solidarité entre ouvriers. Bah oui, ou alors juste un père ne bat pas sa fille. C'est une règle en fait assez basique que quelqu'un qui n'a pas de morale propre peut faire sienne en se disant bon bah voilà, si je dois m'accorder sur des bases minimales, même sans y croire, ne pas taper sa fille, bon c'est un minimum qui me semble acceptable quoi. Donc moi j'ai vraiment eu l'impression d'un personnage qui avait une humanité manquante. Voilà, il a un manque d'humanité. Voilà, il me semble absolument incapable d'avoir de l'empathie, en fait. Donc vraiment, j'ai vraiment l'impression de voir un personnage qui est sociopathe. Il en a conscience, et pour fonctionner en société, et aussi parce que ça lui apporte beaucoup de malheur d'être un sociopathe, parce qu'il est seul à en crever, en fait, ça le rend incroyablement Jusqu'à la seul. fin, là, avec son... Il ne peut faire confiance à personne, il ne peut aimer personne d'autre que lui, donc forcément, Et il est encore. seul. Tu vois ? Donc... Et là où le film est particulièrement cruel, c'est que la seule fois où il essaie de s'ouvrir un petit peu avec ce frère qui arrive dans le tableau, eh bien, ça se passe pas comme prévu. Il se fait baiser. Voilà. Donc, j'essaie de pas spoiler, mais c'est ton podcast.
Je vois les commentaires en dessous, ah bah ça Je mettrai spoil. un petit panneau. Donc vraiment, moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressé, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir un personnage qui n'avait pas de boussole morale, voilà, et qui devait s'en fabriquer une, voilà, avec des préceptes, avec des principes un peu basiques qu'il pouvait trouver de ci, de là. Forcément, il a une aversion pour la religion qui est très forte, parce que pour lui, tout ça n'est que de la manipulation. Voilà. Il rentre forcément dans un bras de fer d'influence, etc., avec tout ça. Il va vouloir avoir raison jusqu'au bout. Il est incroyablement rancunier. Je pense que ça colle encore une fois avec cette sociopathie. Il veut avoir raison, quoi qu'il arrive. Enfin, du coup, le personnage, moi, ne m'a pas du tout semblé paradoxal. J'ai même trouvé que c'était un film assez incroyable sur un sujet qui est rare, celui de la sociopathie, quoi. Et surtout en prenant le point de vue d'un personnage qui en souffre de sa sociopathie. Parce que souvent on nous présente ces gens comme des monstres, voilà, des espèces de dangers en puissance, voilà, à minima des manipulateurs, voire des tueurs, voilà. Et là on a quelqu'un effectivement qui, fonctionne en société en réalité, hein, est très bien capable d'avoir une façade fonctionnelle, mais qui par contre en souffre, quoi. Il est incapable de se connecter. Il peut pas se connecter aux gens, quoi. Et forcément c'est terrible. Bon, voilà. Bon, je m'arrête là, mais moi, c'est vraiment le film que j'ai vu, pour le coup. C'est clair, c'est clair. Et ben pour poursuivre, il nous reste donc 2 films. Donc on va poursuivre sur le film Mr. Nobody qui n'a rien à voir avec le film dont on vient de parler. Qui du coup est un film de Jaco van der Mael, qui est un film réalisé et sorti en 2009. Et qui est du genre mélangeant philosophie et science-fiction à mon sens, et qui va explorer le libre arbitre, le temps, l'identité au travers du personnage principal se nommant Nemo Nobody. On le suit d'abord à 118 ans, où il est l'un des derniers humains mortels de son univers, et on va le voir raconter ses histoires, son histoire, avec différents choix et qui va l'amener à différentes vies, différentes conclusions, différentes façons de vivre ou mourir. Complexe film, puisque c'est un des films qui m'a, moi, beaucoup plu quand j'ai découvert le cinéma, donc vers mes 16 ans, comme je le disais tout à l'heure. J'ai vu peu de films quand j'étais petit, et à l'adolescence, fin d'adolescence, je découvre le cinéma avec beaucoup plus de diversité que Barbie. À l'époque, il m'a énormément touchée. Il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. J'étais en construction de mon rapport à l'autre et au romantisme en général et comment je construisais mon idéal de l'amour, puisqu'il y a beaucoup de relations amoureuses dans ce film, puisqu'il a 3 partenaires différentes, avec qui il a 3 histoires totalement différentes. Et à l'époque, j'étais beaucoup moins branchée sociaux, donc la question du libre arbitre et des choix qui te constituaient, j'avais l'impression que c'était un peu vrai, quoi. Qu'il y avait un peu une suite... c'est ce choix-là qui m'amène à faire ces études-là, qui m'amène à réussir dans ce domaine-là, etc. Alors que c'est un peu plus compliqué que ça, même si il y a un peu de... Enfin, ça s'entremêle. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce film, moi, m'a beaucoup bouleversée quand j'étais ado. Par contre, aujourd'hui, je ne comprends plus pourquoi j'aimais autant ce film, bordel de merde. À ce moment-là Eh ouais, Ah, c'est merde. que j'en suis revenue. Bon, l'histoire d'amour avec Anna, moi, je la trouve toujours aussi mimi. Ils sont trop choupis. Moi, j'avoue, ça reste... Elle l'est. C'est nostalgique, surtout, je pense. Mais ils sont quand même sacrément mignons. Ils sont très amoureux. Ils se roulent des grosses pelles. Ça dégorge d'érotisme et de découverte de l'autre qui, moi, je trouve ça vraiment... Enfin, ils sont ados. Et je me rappelle que quand j'étais ado, je trouvais ça trop mignon. Du coup, je trouve ça toujours un peu trop mignon. Alors, c'est très niais, hein, mais il y a quand même des sacrées longueurs dans ce film, putain de merde. On va pas se mentir, Nemo, il y a des choix que tu aurais pu ne pas faire. Ou alors, quitter ta femme plutôt dans ta vie quand c'était... Il y a Jane, Anna et Élise. Et Élise, putain, il faut la quitter à un moment ou l'envoyer en hôpital psy. Parce que tu peux pas t'occuper d'elle tout seul. Et c'est un film qui me... je l'aime plus autant qu'avant. Et c'est pas grave, mais ça me
c'est marrant comme ça me fait vivre un truc un peu différent maintenant, même très 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 différent au final. Mais j'ai aussi, en revoyant le film pour le podcast, revu un peu ma théorie des couleurs en cinéma, avec du coup des couleurs qui sont signifiantes pour les trois compagnes de Nemo. Avec du coup Élise qui est souvent baignée dans du bleu, qui est souvent habillée en bleu elle-même. Nemo s'habille aussi beaucoup en bleu dans cette vie-là. Et du coup, qui est sur le spectre de la tristesse et de la mélancolie, clairement. Et Lise est dépressive, voire bipolaire, bien vénère, quoi. Euh, Jane, quant à elle, est habillée beaucoup en jaune, et le soleil est omniprésent dans cette ville-là, et dans cette ville-là en un seul mot aussi. Et il y a vraiment une opulence manifeste dans la vie de Nemo. Il est pété de thunes, bordel. Et le jaune a souvent est souvent haï par les cinéastes, mais a beaucoup cette connotation-là dans beaucoup de films. On peut noter que dans le cinéma chinois, cependant, le jaune a une autre, une autre évocation narratrice. Mais on en parlera dans un autre épisode. Et pour terminer sur la dernière partenaire, Anna, ma préférée, elle est habillée beaucoup en rouge, ils sont baignés dans des couleurs hyper chaleureuses, quand ils se font des gros poutous et que même ils font l'amour, on va pas se mentir, c'est du rouge partout, elle est habillée en rose, c'est niais, c'est très chaleureux, c'est doux, enfin on sent vraiment une façon de vouloir caractériser, peut-être de manière un peu trop essentialisante malheureusement, mais ces trois relations qui constituent la vie de Nemo et les vies de Nemo. Et vous, mes chers amis, qu'avez-vous pensé du film? J'y vais. Bon. Effectivement, je préfère cette explication sur la couleur des robes plutôt que le fait que ça soit la seule actrice asiatique qui soit couleur jaune. Je préfère ton explication, du coup, effectivement. Alors, blague à part. Bah non, hein. Pour moi, ça sera non, hein, Mr. Nobody. Ça va être un non assez catégorique, malheureusement. Pour moi, il y a des choses qui sont illégales dans ce film. Illégal. On vient m'apporter énormément de concepts très intéressants que je suis tout à fait chaud pour développer, pour évoquer, etc., etc. Et puis finalement, eh bien, on s'arrête au superficiel pour la grande majorité d'entre eux. Donc on ne développe pas beaucoup finalement ces concepts qui servent effectivement plus un propos sur le choix, son existence ou pas. Voilà, son importance ou pas. Voilà. Si j'ai bien compris, la morale du film, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Le seul mauvais choix, c'est de pas en faire. Voilà. Oui, avec Zug il vaut mieux mal choisir que pas choisir. Voilà. Bon, c'était un peu l'idée. Et du coup, eh bien, moi, l'impression générale que j'ai, c'est que pour en arriver là, tout ça me semble assez prétentieux. Voilà. Je suis un petit peu désolé pour le film. Il y a tout un tas de complexités dont on aurait pu se passer pour arriver au même message à la fin. Et à un moment, il faut choisir. Voilà. À un moment, il faut choisir de quoi tu parles. Et je trouve que le film est assez bordélique. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Où tu vas? À la fin, tout est censé faire sens. Et puis en fait, bah... ouais. C'est pas hyper satisfaisant. Donc c'est un film qui lève énormément de choses et qui se dit bah c'est pas très grave si bah je donne pas de je développe pas la chose finalement. Donc je sais pas. Moi je suis resté à côté, je suis resté sur le bord. Ouais, j'ai vu le bus partir et j'étais un peu désolé. Le train pareil. J'étais sur la gare si tu veux. J'étais sur le quai de la gare, j'ai vu le train partir et j'étais un peu désolé en me disant que c'est peut-être un peu la faute du train quand même. Sur ce coup-là, qui est passé peut-être un bon 10 minutes en avance. Voilà, mais ma métaphore n'a pas de sens, donc je l'arrête là. Et la musique, pardon, de te reposer une question comme ça, bref, je comprends ça. Mais... bref, la musique, toi, elle t'a pas plu plus Pas que marqué ça, particulièrement, ok. non. Pas Moi, marqué j'avoue, particulièrement. je sais que c'est le frère du réalisateur qui l'a faite et qui est décédé peu de temps avant la sortie du film. Et les guitares sèches, un peu acoustiques, classiques, moi, ça m'avait bien plu. J'en garde ça pour le coup, ça reste un truc que j'aime autant. Ça m'évoque des scènes de films qui m'ont toujours, enfin qui me plaisent encore aujourd'hui.
Je l'ai pas particulièrement entendu, j'avoue. Ok. Enfin, ça m'a pas marqué plus que ça. Et toi, Denis Gabriel? Bah, moi, j'ai jamais trop accroché. Enfin, c'est la deuxième fois que je le vois. J'avais regardé sur tes conseils il y a déjà quelques années. Et j'avais trouvé ça bon, intéressant, mais voilà, sans plus. Et puis là, j'étais vraiment été gêné par la réalisation et cette volonté de faire des plans qui en jettent plein la vue, mais ça en jette rien du tout parce que ça n'a pas de sens. Et des fois, il vaut mieux quelque chose de très simple dans la réal et arriver à faire passer les choses. Et en effet, ton histoire, ça en rajoute. Ce que tu disais, quoi. Il y a une volonté de complexifier un peu, et du coup, on perd un peu voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est quelque chose d'ambitieux quand même. Oui. Et moi, à partir du moment où quelqu'un essaye de sortir un peu des sentiers battus et de proposer quelque chose d'ambitieux, il a toujours mon estime. Voilà. Oui. Donc, c'est un film qui a mon estime parce qu'il essaye de proposer quelque chose, mais je pense par un peu une envie d'en jeter un peu plein la vue à tout le monde, le réal, aussi bien au niveau de son scénar et des méandres de son scénar que dans ses plans. Enfin, des fois, il faut être simple. Hein. Tu poses la caméra, tu as un truc et tu joues sur tu calcules l'émotion de l'acteur et c'est parfait, quoi. Plutôt que d'essayer de passer à travers un machin de bidule. Enfin bon. Ma mère disait, le Voilà. mieux, c'est l'ennemi du bien. Ouais, Et là, on est un peu lâche, je Ça, trouve. ça veut trop appuyer parfois, voilà. Donc, voilà. Mais je m'attendais à le revoir et avec un sentiment catastrophique et j'ai pas eu ça. Toi, il y a vraiment parce que t'as du boulot, t'as de l'envie, c'est pas du je m'en foutisme, simplement, elle veut trop en mettre. C'est vrai. Voilà. Donc c'est quand même un objet à découvrir qui est assez étonnant pour un réalisateur européen qui a tapé. Alors je sais pas si Il est Jared belge, Leto, je ouais, crois. est belge, mais Jared Leto, c'était déjà une méga star à l'époque quand il a fait Bonne ce truc. question. Moi, j'ai pas vu beaucoup de films de ce réal. J'ai juste Ouais. vu celui-ci, donc Mister Nobody, et c'est- Dieu n'existe pas. C'est pas lui qui avait fait Toto le héros? Si, Si, c'est lui, ouais. Toto le héros, c'était pas mais mal. j'ai pas vu. Et mais avoir Jared Leto dans son film, c'est savoir comment il a fait pour le Eh trouver, ben, quoi. c'est une coproduction canadienne, française, D'accord. états-unienne et belge. Il y a il y a du fric, quoi. Ouais. Et je pense que Ah oui, Jared mais Leto, c'est clair que- et puis il y a un truc, il y a une proposition de jouer plusieurs types de personnages. Oui, Il oui. a Il a vraiment- fait des trucs un peu underground, hein, Jared Leto, honnêtement. Il a pas Ouais. fait que du bon. Oui, Ouais. bah, il avait peut-être les Voilà. moyens de se le permettre. En ayant son groupe de musique à côté, il avait une sécurité financière qui lui permettait de tenter des trucs aussi noches qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait que sa carrière d'acteur. Mais c'est clair que... bah, après, son jeu est pas pour autant dégueu à Jared Leto. Non, Je trouve. il y a pas- personne n'a dit ça, hein. Ça Non, tient non, du mais bouquin. je Non. réfléchis à voix haute, là, Ah, c'est non, que non, non, les mais jeux carrément. sont... Même les gamines, elles sont mimes, en vrai. Non, non, j'ai pas eu de problème avec le Il n'y a jeu. pas de problème avec l'acting et Non. tout. Non, Voilà. non, C'est juste plutôt quelque chose qui est un peu longueur, trop lourd, un peu trop Problème de fat. structure. Voilà, c'est Ouais. fat. Problème de structure. Mais il y a sur la proposition du scénar qui est pas anodine pour pour 2009 quand même. Moi je trouve intéressant le côté un peu métaverse. C'est que je sais pas à quel point c'est exploité Oui, à à ce l'époque, il n'y en moment-là, avait peut-être pas beaucoup, en effet. mais ça se tente. Moi je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs vies en parallèle sur du coup si j'avais fait ce choix-là, j'aurais pu faire ça. C'est quand déjà la date de sortie du film 2009. Ok. On avait déjà eu des films un peu complexes, c'est pas métaverse, hein, mais dans le genre méandre un peu. On avait déjà eu Memento, par exemple, de Nolan, Oui. du coup. Avec la même C'est question autre du chose. si j'avais fait ce choix, ça aurait Ouais, pu, avec cette idée ouais. de contrôle de la chronologie, Ouais. quelque part. Donc, Ouais, mais il y a... un remake de Nolan pour Mister Nobody, peut-être Oula, faut doser. À tenter. Mais je trouvais intéressant si je fais ce choix, il se passe ça, et du coup, en faisant un autre choix, il peut m'arriver autre chose. Mais c'est un truc qui, moi, m'arrive dans ma vie quotidienne, enfin pas quotidienne, mais des fois j'y pense et je me dis, si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais pas eu ce problème. Alors que, c'est suite à avoir vu ce film très jeune, hein, ça a sans doute imprégné mes croyances. Mais mes croyances. C'est une impasse philosophique, hein. On c'est- ignore si les choses pourraient être C'est différentes. ça. hein. Mais c'est très intéressant. Et bon, du coup, j'y passe des heures dans ma tête et c'est insupportable. Et donc, on va passer au dernier film du podcast. Et que je citerai, notre cher After Sun de Charlotte Wells, qui a été réalisé peut-être 2021 et est sorti en 2022.
Je le présenterai comme un drame intime et sensoriel pour ma part, en développant sur l'idée que la réalisatrice nous présente un film semi-autobiographique. Elle s'inspire de sa propre vie donc pour présenter une jeune fille de 11 ans qui part en vacances avec son frère Kaloum. Son père. Son père. C'est Son père. Son père. J'ai dit son frère Oui. Ah, pardon. Donc, Parce que c'est important, c'est pour ça Ouais, qu'on... ouais. Oui. Du coup, j'avais rien compris au film, t'as vu. Oui. Donc, son père, ils partent en vacances dans une station balnéaire ensemble. Les parents de cette jeune fille sont séparés depuis probablement peu, on le comprend dans le film. Et on a des va-et-vient entre Sophie adulte qui regarde des des films de la caméra qu'elle avait pendant ses vacances, avec le fait qu'elle se prépare à être mère avec sa compagne, et en même temps des prises de vue de cette jeune Sophie qui vit ses vacances avec son père. C'est très chaleureux et en même temps assez ambigu. Il y a un côté, c'est très triste et en même temps des explosions de joie, pardon, en tout genre, avec des découvertes, des vacances dans une autre ville, puisqu'ils sont en Turquie de mémoire. En même temps la découverte des amours d'été pour la petite Sophie, et en même temps Kaloum qui du coup assume à demi-mot avoir des difficultés financières et qui peuvent pas rester plus longtemps en vacances, ou qui peut pas, elle peut pas avoir une deuxième glace par exemple. S'ensuit cette narration des vacances et ce va-et-vient un peu étrange et hyper intimiste. Et le jeu d'acteur, moi, m'a énormément plu. Cette complicité avec la jeune actrice qui s'appelle, je ne sais plus comment, mince. En tout cas, la jeune fille qui joue Sophie est très touchante à mon sens. Et Paul Mescal qui Incroyable. Ouah, Incroyable. nous met une petite claquette aux mirettes, hein, on va réutiliser cette expression. Masterclass. Ça joue de ouf. Et cette complicité entre les deux acteurs et actrices est hyper touchante. On sent vraiment cette douceur entre eux, ce rapport familial. Il y a un truc incroyable. Moi, il m'a subjugué, ce film de dépressif. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un drame et ça c'est très émouvant et à bien des égards, et beaucoup de subtilité, donc d'implicite, de sous-entendu qu'on comprend en même temps que la Sophie adulte. Et ce va-et-vient est du coup très pertinent, je trouve, puisque ce n'est pas un simple fan footage, mais vraiment un rapport à son ancien soi et à son père et tout ça. Enfin, plein de questions hyper bien amenées, hyper bien filmées. Et en plus, ce qui m'a... Une petite cerise sur le gâteau de ce magnifique film, pour moi, c'est cette façon de filmer les peaux, les corps qui font des bains de soleil, et t'as l'impression d'être là et de prendre le bain de soleil avec eux, d'être bronzé, d'être en Turquie, qui fait très chaud, et en même temps c'est très agréable. Et il y a vraiment pour moi, il est très sensoriel, ce film. Il m'a beaucoup plu. Je me suis sentie vraiment, pas immergée à 100%, mais il y avait c'était très très beau. J'ai su par la suite que c'était une toute petite production, et c'est le premier film de la réalisatrice. Et toi, Denis Gabriel, qu'as-tu pensé de ce petit long métrage ? Alors, j'ai pas été, je suis pas aussi enthousiaste que toi, hein, je vais le dire tout de suite. Rien à dire au niveau du jeu d'acteur. C'est ce qui tient toute la boutique, hein, pour moi. Et par contre, au niveau de la réal, j'ai trouvé qu'il y avait des tics que peuvent avoir les réals indés qui veulent sortir avec des plans longs et moches. Tu dis, ah oui, il doit y avoir un sens profond, mais non, il n'y a pas de sens profond, c'est juste, j'essaye de montrer que je veux montrer autre chose, la banalité du quotidien, d'une station de vacances à un moment donné, et donc ça m'a un peu embêté.
ces flashbacks de boîte de nuit qui arrivent, je les ai pas compris. Où elle pense le voir, où elle le voit pas, avec la fin où lui parle. Enfin, ça m'a embêté. Et il y avait tout pour moi, il y avait tout pour faire un grand film, mais c'est son premier, tu dis, son premier, Oui. ouais. Et ben, peut-être des erreurs de jeunesse, on va dire ça comme ça. Après, en effet, sur l'histoire, c'est très touchant. En effet, c'est très bien joué. Le fameux Paul Mescal, moi, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu dans grand-chose, alors qu'il a fait pas mal de trucs, si j'ai bien compris. Et en effet, la gamine, elle est top, quoi. Elle a quelque chose. Enfin, moi, s'il y a quelque chose que j'ai vraiment bien apprécié, c'est qu'elle connaît dans quelle situation est son père, qui est un dépressif plus qu'un. Et elle dit rien. Il y a juste un moment où ça sort, parce qu'à un moment, elle dit qu'elle veut prendre des cours de danse ou je sais pas quoi, et il dit mais on va payer. Mais non, t'as pas d'argent, tu pourras pas payer. Enfin, tu vois, elle lui dit un truc comme ça, voilà. Et voilà. Donc. Alors c'est pas mauvais, hein, je dis pas, mais en tout cas, voilà, pour moi, au niveau de la réal, ça m'a fait décrocher, parce qu'il y a, voilà, il y a une, ouais, tic film indé, quoi. J'avais un peu cette impression-là. C'est Frankie Coro, la jeune actrice. Voilà, j'ai D'accord. retrouvé. Mais est-ce que toi, tu as eu ce même retour que Denis Gabriel? Est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti du film? Alors, instant storytelling, je plante le contexte. On se réunit pour regarder des films pendant toute la nuit avec un groupe d'amis. Chacun vient avec sa proposition. On commence avec celui-là. Donc, Et c'était quoi les autres propositions? Les autres propositions Massacre à la n'ont tronçonneuse eu- 12. les autres propositions n'ont eu aucune chance. D'accord. L'ambiance n'est jamais revenue. Voilà, jamais revenue. Par contre, c'est un film qui nous a quand même imposé, et c'est pas systématique, c'est un film qui nous a quand même imposé un bon 2 minutes de silence pendant que le générique tournait. Voilà, le temps que tout le monde digère un petit peu ce qu'on venait de prendre dans la tronche. C'est un film effectivement qui parle de dépression, voilà, et qui en fait, je trouve, un portrait assez juste. Euh, c'est très difficile d'expliquer aux gens ce que c'est que la dépression, je pense, hein. Moi je connais pas trop ça, mais je touche du bois d'ailleurs. C'est très compliqué en fait, en tant que personne pas concernée, de s'imaginer que le cerveau puisse prendre le dessus en fait et détruire toute volonté, détruire toute capacité à nager en fait et à garder la tête hors de l'eau. Pour les gens qui n'ont pas ces problèmes-là, c'est pas possible en fait. Il y a un moment, tu te forces à faire les choses et tu peux le faire. C'est très difficile d'imaginer une incapacité totale en fait à se pousser soi-même. Donc effectivement, c'est un film qui va avec pas mal de justesse, je trouve, montrer comment ça se passe. Voilà, comment, même en se forçant en fait, hein, ça ne fonctionne pas. Comment le cerveau te fait trouver du malheur dans quelque chose qui est où il n'est pas censé y en avoir en fait. Et on a effectivement un personnage qui désespère d'être malheureux en ayant l'impression d'avoir tout ce qu'il lui faut pour ne pas l'être, en fait. Et il y a vraiment le côté maladie, du coup, hein, le côté pathologique qui est ressenti, et ça, je trouve que ça m'a beaucoup intéressé. C'est évidemment très touchant. Moi, si je devais retenir une scène, c'est la scène où elle fait part du fait que il y a des fois, elle a l'impression que elle devrait être heureuse, mais qu'elle n'arrive pas à l'être. La petite, et lui à ce moment-là il est en train de se brosser les dents dans une autre pièce, dans la pièce d'à côté, et il entend ça, et il crache dans son reflet sur le miroir. Oui, on sait effectivement que la dépression ça peut être héréditaire. Il y a un terrain, ouais. Voilà, et à ce moment-là il se dit, je lui ai peut-être refilé cette horreur, je vais peut-être refiler ce truc abject à ma pauvre petite, et rien que d'en reparler là, ça fait des frissons quoi, parce que c'est son naufrage à lui, il est abject à regarder, évidemment c'est horrible, mais alors le fait qu'à ce moment-là en plus puisse s'ajouter dans son esprit qu'il embarque sa gamine avec est absolument, mais enfin c'est n'importe quel être humain regardant ça se dit mais c'est le truc le plus ignoble qu'on peut imaginer comme destin à un être humain quoi. Donc, Tu vois, cette scène-là, je l'avais pas du tout interprétée comme ça, mais interprétée comme ça, en effet, elle a un peu plus de profondeur. Je sais pas, moi j'avoue Ouais, c'est ouais, comme non, ça que je mais l'avais ouais, vu. mais Ils se sont clairement, coupables. ils se sentent coupables. Voilà, La il se rage dit, contre lui. elle aussi quoi. Il se dit, elle aussi, elle est comme moi quoi. Et je trouvais que c'était horrible comme pensée. Enfin, c'est une pensée absolument abjecte. Et donc effectivement, alors la musique.
bon, pareil, qui hante le film. Voilà, avec cette espèce de remix de Queen à la fin qui est glaçant. Le fait que le film a pas mal de finesse, mais il est pas assez fin pour que tu puisses que je puisse passer à côté de choses intéressantes. Notamment le moment où dans le film il commence à ne plus regarder l'argent qu'il dépense. Et c'est le moment en tant que spectateur où tu dis il a pris sa décision, en fait. Il a plus besoin d'argent, il a plus besoin de faire attention, parce qu'il sait très bien ce qu'il va faire. Voilà. Désolé spoiler, mais c'est pas possible de parler du film sans mettre en contexte par rapport à voilà. Donc effectivement, quand il achète le tapis, quand il accepte de payer un prix faramineux pour la photo, à la fin, tu te rends compte que c'est parce que de toute façon, bah, il aura plus besoin d'argent, quoi. Et donc il va léguer ça à sa fille. Le tapis se retrouve dans le salon. Le tapis est dans de la son Sophie salon à la adulte, fin. Ouais. Donc, waouh, enfin. Et vous les interprétez comment, les scènes de flashback Alors, bah moi je voulais y revenir justement parce que ça m'a pas embêté. D'après ce que j'ai compris moi, et c'est aussi ce que j'ai vu sur internet, pour essayer de fuir sa dépression, ce personnage il se noie dans le bruit. Voilà, c'est un refuge qui est assez classique d'après ce que j'ai compris. Hein. On essaye de se noyer dans. En fait, tu te sens souvent vide quand tu es Voilà, dépressif. donc tu essayes de te noyer dans les autres. Voilà, pour voir si ça peut si ça peut combler Ton un petit peu. existence, un moment. Et donc effectivement, c'est un personnage qui n'existe plus que dans cette espèce de boîte de nuit imaginaire où il est dans la foule et où il arrive malgré tout peut-être à s'oublier en fait. Il arrive à un moment à s'oublier lui-même, à se dissoudre dans cette boîte de nuit et c'est le seul endroit où il existe encore. Parce que moi, ce que je voyais Voilà. dans cette boîte, je voyais elle qui à un moment voit son père. Bah, elle essaie de le rejoindre. Elle essaie en de fait. le rejoindre, s'il y avait Ouais. un truc comme ça, et c'est pour ça que le bruit, je l'associais à elle. Et, D'accord. Et pas à lui. Mais après, je suis peut-être passé à côté du film et tout, voilà. Voilà, ok. Bah, Après, peut-être elle a l'impression de le voir en boîte, elle qui sort adulte avec des copines ou des copains. Ouais. Moi, j'ai l'impression Et que qu'elle c'est a ça, que l'impression de le c'était voir. un fantôme qui revenait. C'est Quoi. ça. Je Oui, voyais un peu comme ça. oui, oui. Et vu Et c'est pour qu'elle-même ça que se- cette notion de fantôme. Je sais pas, vu qu'elle-même elle est Attends. en train de Bah, c'est vivre, un fantôme. de se préparer à sa maternité avec sa compagne et tout, peut-être que ça la bouleverse encore plus, ça a l'air d'être son premier enfant, et il y a peut-être un truc de oh putain, il est là, il faut que je lui pose des questions, quoi, genre que je sois sûre une bonne fois pour toutes de mais pourquoi ou tu manques ou je sais pas ou plein de trucs qu'une enfant pourrait dire à son père. Enfin, il y a plein de choses qu'elle pourrait lui dire. Ouais. Et puis ouais, bah, cette scène où effectivement il filme, et c'est au moment où il finit qu'il meurt avec ce clap de fin, hein, Ouais. où en fait le caméscope se ferme, quoi. Enfin, bref, moi j'ai trouvé que c'était très juste. L'acteur, il est impérial sur un rôle qui est quand même Très difficile. un peu de composition malgré tout. Donc, et vraiment ce côté, voilà, cette horreur d'avoir un dégoût de soi-même qui t'empêche de vivre, quoi. Je trouve ça, voilà, j'avais trouvé ça, moi, ouais. Bon, la soirée s'en est jamais remis, l'ambiance est jamais remontée, par contre. C'est vraiment. Mais je regrette pas d'avoir vu ce film et je le reverrai probablement avec ma mère bientôt parce que j'avais trouvé que c'était pas mal quand même. J'avais trouvé que c'était vraiment bien, quoi. Il a fait quoi comme film, Paul Mescal? Oh, il a joué dans le dernier, enfin dans le remake de Ridley Scott, la Gladiator. Ça, D'accord. c'est à chier. C'est c'est- surcuté. C'est pas sa faute, mais. Oui, oui, pour le coup, oui. Il joue même plutôt correct pour un blockbuster, voilà. Mais il y a plein de moments du premier opus qui viennent en flashback. Je trouve que c'est pas intéressant. D'accord. Bref, Bon. très mauvais film à mon sens. Et il a joué dans un, enfin de ce que je sais, dans un autre film qui est excellent, c'est All of Us is Stranger. Donc je saurais pas le traduire, enfin je connais pas le titre en français, mais qui est un film d'amour homosexuel entre deux hommes, avec Paul Mescal comme personnage principal, enfin secondaire mais principal avec le personnage principal qui est interprété par le mec qui joue Moriarty, Andrew Scott. Dans la série Sherlock, mais bref, Andrew Scott Ok. et Paul Mescal se partagent l'affiche avec d'autres acteurs et actrices, et on voit
Andrew Scott essayait de vivre la pandémie en vivant un deuil en même temps. Et c'est très bien joué, c'est très bien filmé. C'est pas Charlotte Wells, mais la réalisatrice, je sais plus qui est-ce. Mais très bonne recommandation si vous avez l'occasion de le voir. Ça marche. Et donc j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, messieurs, mesdames, les auditorices. Merci beaucoup pour votre écoute, pour notre partage également. Merci à vous. Ça marche. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et la cloche, Non, c'est mais je important. coupe. Là, c'est cringe. Un pouce bleu. Et NordVPN, notre partenaire. Bon, ça, on peut faire des blagues sur la fin. Bon, tu couperas au pire, tu couperas mes blagues. C'était une blague. Je pense que c'est ce que j'ai dit de mieux, mais bon. Et du coup, on se retrouve probablement en août ou en septembre pour un autre épisode. Du coup, si le cœur vous en dit.